Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle formule qui est proposée par Eductive Paris, des rencontres débats entre étudiants et des professionnels d'un secteur autour d'un thème de société. Aujourd'hui, c'est un thème qui est bien souvent récurrent sur la chaîne de télévision Demain, c'est celui des métiers en tension. Et un métier qui est particulièrement en tension, c'est celui de l'hôtellerie-restauration. Les métiers de l'hôtellerie-restauration. Alors, pourquoi ce secteur a du mal à recruter? C'est ce que l'on va voir ensemble. Je vous rappelle le principe, chers étudiants, c'est à vous de poser les questions en priorité. Tout au long des 2 heures que nous avons devant nous, vous pourrez poser des questions à différentes personnes. Donc, il y a Florence Capdeville qui est DRH chez Domino's. À côté de vous, Stéphane Cambou qui est directeur réseau chez Domino's. Patrick Thiel qui est un expert en matière de formation, d'innovation pédagogique et qui travaille actuellement sur ces métiers en tension. Paul Bouantoun qui est directeur général de Noura et de l'INAS. On parlera de vos réussites entrepreneuriales tout un chacun parce qu'il y a de belles histoires. Et à la droite de Madame Capdeville, il y a l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie, c'est ça, hein, c'est Monsieur Thierry Grégoire. Et à votre droite, il y a également Karim Soleillaoub, qui est DG de Logis Hôtel, et Monsieur Sautereau, qui est l'ex-président du directoire de Buffalo Grill, qui est associé au fonds d'investissement Euraseo, et qui a une grande expérience de ce secteur de la restauration, puisque vous avez été dans le groupe Accor, Sofitel. Vous pourrez nous raconter, leur raconter, parce qu'ils sont là pour recueillir vos expériences et votre vision du secteur. Mais pour lancer le débat, le groupe Eductive et Eductive Paris a missionné 2 jeunes étudiants pour venir nous faire un point et apporter leur regard sur ce secteur. Donc c'est Mathéo et Julie, vous allez venir me rejoindre et donner les premiers éléments d'information du débat. On a tout. Du coup, je tenais à vous remettre l'écrit pour que vous ayez peut-être une vision un peu plus complète du travail qu'on a fourni pour essayer de comprendre ce qui se passait sur ces métiers. Et on a tourné du coup autour de ta problématique qui est pourquoi les secteurs de la restauration peinent à recruter. Donc moi, notre boulot, ça a été avec une team de A1. Donc moi, je suis en première année, Julie qui est à ma gauche et en deuxième année. On est là justement pour représenter les 2 promos. Avec une équipe donc, de 3-1 que sont Baptiste Deruff, Georgia Porpiglia et Charlotte Bernert. Pardon. Du coup, on a essayé de comprendre un petit peu quels étaient les chiffres et qu'est-ce qui se passait réellement en ce moment sur ce secteur, de comprendre quels étaient les problèmes, essayer de trouver des pistes de solutions qu'on va vous montrer tout de suite. Alors en quelques chiffres, la restauration c'est 100 à 150 000 emplois en France, donc ça reste quand même un secteur assez important parce que la France c'est la première destination touristique mondiale et c'est hyper important. C'est entre 80 et 100 millions de touristes tous les ans, ça génère 70 milliards d'euros, donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est le 6e secteur qui est employeur en France, donc derrière le commerce et un point qui est vraiment très important, c'est que 9 entreprises sur 10 sur ce secteur sont des TPE. Donc, c'est souvent des bars, des cafés, des petits restaurants, des brasseries, des hébergements. Et tout ça, ça crée beaucoup de frustration au niveau des jeunes parce qu'ils considèrent les métiers de la restauration aujourd'hui plus comme des jobs étudiants et ils ne voient plus justement la passion qu'il y a derrière et tout ce que ça implique de travailler sur un secteur comme ça. Donc le turnover, pour expliquer un peu ce que c'est le taux de renouvellement du personnel d'une entreprise. Donc c'est, pour ceux qui ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire, c'est le moment où on a engagé une personne et touche une équipe, c'est le moment où on a renouvelé cette équipe. Donc c'est un turnover qui est assez important, avec une idée qui tourne vraiment en ce moment dans la tête des jeunes, c'est l'idée que tout le monde peut le faire, que c'est un métier assez simple. Ça dénature vachement le métier et tout ça, ça passe aussi par une histoire de formation qui est pas toujours complète sur ce milieu.
Les acteurs du métier aujourd'hui, les jeunes en tout cas le ressentent comme ça, les sentent comme souvent des mauvais gestionnaires, des mauvais managers. On a l'impression souvent de ne pas être aidé en tant que jeune, du moins quand on travaille sur des secteurs comme ça. Un point qui est vraiment important, du coup, c'est le recrutement. Aujourd'hui, le recrutement sur le secteur de l'hôtellerie-restauration, il est souvent assez compliqué parce qu'on engage des personnes à moindre coût, qui sont des personnes qui sont souvent sous-qualifiées ou moins qualifiées peut-être que certaines autres personnes qui coûteraient plus cher aux entreprises à employer. Et tout ça, ça résulte aussi de l'importante concurrence qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi qui existent sur ce secteur. Et les personnes du coup, qui vont prendre ces emplois, on va employer du coup, des personnes qui peut-être sont moins qualifiées. Ça crée une notion que la formation n'est pas forcément nécessaire pour les jeunes, parce qu'on a l'impression pourquoi on va passer un diplôme pour être serveur. Enfin, c'est des idées que les jeunes ont du mal à comprendre, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup dans l'accomplissement de soi et de trouver un but et trouver vraiment le meilleur moyen d'y arriver le plus rapidement et vraiment d'avoir l'épanouissement total. Donc après, on a essayé d'expliquer un petit peu et de comprendre un petit peu ce que c'était ce turnover. On a regardé du coup une étude du CHD qui a été faite en 2016 qui nous dit que 50% des employés affirment que leur patron ne cherche pas à les fidéliser. Donc ce qu'on a essayé de regarder, c'est comment les patrons s'y prennent pour faire comprendre à leurs employés qu'ils font un métier d'excellence, qu'ils font un métier qui est très important pour l'économie et qu'ils font un métier qui est hyper intéressant à tout point. Mais par contre, on a une statistique inverse qui nous dit que 75% des employeurs affirment qu'ils ont entrepris des mesures pour cette fidélisation. Donc on a vraiment deux points de vue qui vraiment divergent totalement et on a du mal à comprendre. Alors le truc, c'est que nous, on a beaucoup axé notre réflexion sur les TPE qui ont rarement de services dédiés au RH, parce que comme c'est des petites entreprises, c'est assez compliqué de mettre ça en place. Donc il y a rarement de réelles personnes qualifiées pour employer, du moins pour passer les entretiens et comprendre quels sont les besoins de l'entreprise. Et ça crée donc du coup cette notion qu'on engage beaucoup de candidats qui sont sous-qualifiés, justement pour une histoire de coût. Ensuite, on a tout ce qui va être problème de management. C'est un secteur qui nécessite un management vraiment très pointilleux, parce que ce sont des métiers qui sont très durs physiquement, premièrement, et psychologiquement aussi, parce qu'on est souvent la relation client, c'est pas donné à tout le monde, c'est quelque chose qu'on apprend, et ça passe aussi par des formations. C'est un secteur où les heures sont souvent nombreuses et on n'a pas le temps de les compter. C'est des fins de service tard, à minuit et demi, 1h du matin. On a des gens ici qui sont présents ici et des gens qui ont travaillé avec moi sur ce projet qui sont dans ce cas-là même actuellement, qui finissent leur service à des heures vraiment très tard, et ça fait partie du métier. Et du coup, il y a des choses qui sont hyper importantes. Il faudra axer le management là-dessus. C'est tout ce qui va être question de primes, d'employés du mois et de trouver vraiment un côté plaisir au travail. Et donc tout ça, c'est ce que recherchent les jeunes, et du moins ce que recherchent les gens qui ont envie de travailler sur ce milieu, c'est des bons managers. Alors pour les jeunes, du coup, il y a des nouvelles notions, c'est qu'on n'a plus envie de s'engager sur le long terme. Les jeunes, aujourd'hui, ils aiment le changement, ils aiment que les choses bougent, ils aiment que les choses soient en mouvement. Donc c'est assez compliqué de se dire je vais me mettre dans un métier et je vais plus bouger, surtout quand on est sur un métier, comme je le disais juste avant, qui ne nécessite pas forcément une formation très lourde. Pour les étudiants, c'est vraiment la recherche d'un manager qui sera assez flexible, c'est assez compliqué quand on est étudiant de travailler, parce qu'on a les études et on a plein de choses à faire à côté, et ils sont en recherche d'horaires aménageables, surtout en période d'examen. Donc le constat qu'on fait, c'est que les gens ne sont plus forcément intéressés par ces métiers, mais c'est un constat qui n'est absolument pas figé, et il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Il y a des promesses, par contre, qu'on entend souvent, c'est que c'est un travail où, pour le coup, le salaire est assez attractif de par les pourboires. On nous parle souvent de ça, c'est les pourboires, et la réalité, c'est pas souvent celle-ci. Et on a aussi cette idée d'horaire qui, avec des histoires de coupures et tout, quand on a travaillé dans la restauration, on le sait, c'est plutôt flexible, mais c'est pas vraiment, on est quand même clivé dans quelque chose. La réalité des choses, c'est qu'il y a un manque de formation claire sur les métiers de la restauration. Et que lancer les gens sur le terrain, surtout quand on parle de jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience, lancer les jeunes sur le terrain et de les laisser effectuer un service seul sans formation, c'est hyper compliqué pour certaines personnes. Il y a des gens qui ont ça, c'est dans le sang, il y en a qui ont vraiment le contact et ça passe tout seul, ils sont faits pour ça, mais il y a des gens qui auraient vraiment besoin d'une formation pour donner à ces restaurateurs l'image qu'ils ont envie de refléter. Ce qui donne aux jeunes carrément envie de lâcher prise.
et de chercher un emploi où ils seront plus épanouis. Ils cherchent aussi des emplois où ils peuvent évoluer, ça c'est très important aujourd'hui. Et pour les étudiants, c'est vraiment la recherche d'horaires flexibles et surtout d'un salaire assez intéressant. Quand on est étudiant, on a souvent une école à payer, une scolarité, et qui coûte souvent très cher. Du coup, ce qu'on a vu, c'est donc ce constat-là. On a essayé de chercher des pistes de solutions pour essayer d'axer votre débat juste après. En termes de salaire, premièrement, c'est revoir ces salaires à la hausse. Aujourd'hui, le SMIC hôtelier, il est fixé à 1 700,69 € brut. Ça fait à peu près 1 400 € par mois. 1 400 € par mois pour des horaires qui vont facilement à 45 heures et vont carrément parfois jusqu'à des 70 heures par semaine, ce qui est vraiment, vraiment énorme. C'est colossal quand même. Il y a aussi en termes de contrat, parce qu'on sait aussi que dans ce milieu-là, tout ce qui va être en heures supplémentaires, c'est souvent un peu flou. Pour des étudiants et surtout même pour des jeunes à qui on n'apprend plus réellement à comprendre un petit peu ce qu'il faut lire dans un contrat et qu'est-ce qu'il faut comprendre sur des fiches de paye. Et donc cette non ou mauvaise rémunération des heures supplémentaires et des jours spéciaux comme les dimanches ou les jours fériés qui sont absolument pas ni doublés ni enfin voilà. La vie d'un jeune, il faut y penser, c'est qu'elle est souvent chère en fonction de ce qu'il fait, et surtout pour un étudiant. Je parle aussi pour nous, c'est qu'on a une scolarité à payer. Pour beaucoup, il y en a qui ont des loyers à payer, des charges, etc. À côté, on aimerait bien vivre, on reste des jeunes, on a envie de sortir, on a envie de manger, on a envie de voir des gens. Donc cette augmentation de salaire, en plus, elle aurait vraiment pour but de redorer l'image de ce métier et le passage par la formation qui donne la rigueur du métier et donner vraiment une belle image à ce métier. Parce qu'aujourd'hui, dans un second temps, quand on parle en termes de management, on sait qu'en France, ce secteur-là, il est très important. En France, c'est l'excellence. Les métiers de l'hôtellerie, c'est le patrimoine français. Les gens viennent en France pour manger, être bien servis, c'est une excellence française. La dénaturation du métier, elle est due à ce mauvais management et à ce manque de formation qui fait perdre cette excellence au métier, et c'est vraiment dommage. Ce qui crée donc des salariés pas heureux qui font pas la bonne promotion de leur métier. Et aujourd'hui, c'est les échos qu'on a, c'est que c'est un métier dur psychologiquement, physiquement aussi. Et on nous donne pas envie de faire ce métier alors que c'est un très beau métier. On s'est posé des questions, on s'est dit est-ce qu'un employeur il peut pas embaucher 2 ou 3 étudiants à la place d'1 ? Après, j'imagine que ça crée d'autres problèmes, mais c'est une piste. 2 ou 3 pour essayer d'alléger la charge de travail de l'étudiant lui-même et pour lui d'avoir une belle image et ne pas avoir des employés qui sont au bout du rouleau et qu'on n'arrive plus à suivre. C'est bête de perdre une image pour ça. Et surtout, c'est que l'image actuelle, du coup, c'est que c'est le métier pénible. Et donc, il faut faire changer ça, il faut faire avancer ça. Et sur le point hyper important sur lequel il faut appuyer, c'est justement ce métier d'excellence. Ce métier qui nous dit, en France, on a toujours été hyper rigoureux surtout sur ce métier-là, l'hôtellerie-restauration. Et les jeunes aujourd'hui recherchent un but. Il faut leur donner un but pour qu'ils aient envie. Et avoir ce but-là, ça peut être vraiment, comment dire, avantageux pour l'image en tout cas qu'ont les métiers de la restauration. Il y a aussi un point pour terminer, un point qu'on a eu envie de soulever, c'est ce point très français aussi qui dit que le client est roi. On pense tous que c'est vrai parce que bien évidemment un client reste un client, on est là pour le servir. Par contre le terme le client est roi lui donne à peu près tous les droits, et je pense on a tous pensé d'ailleurs qu'il y avait des limites à ce dicton, pardon. Et il faut, pareil en termes de management, les jeunes et les jeunes travailleurs dans ce milieu-là attendent des managers qui savent faire la part des choses, parce qu'un manager, il a envie de garder son client, mais je pense aussi qu'il a envie de garder son employé, et pas que parce que cet employé fait ce boulot par nécessité pour vivre, pour manger, mais aussi parce qu'il l'aime. Donc, on a eu cette notion qui est ressortie enfin, et ça aussi, ça passe aussi par de la formation, en formant un jeune à être un bon manager plus tard, donc en termes d'évolution. Merci de m'avoir écouté. Bravo Mathéo, parce que je sais que l'exercice c'est difficile, de faire ça devant les caméras, devant ses collègues et devant tous ces professionnels du secteur. J'avais envie d'avoir une toute première réaction de votre part, Monsieur Grégoire, en tant que président de l'UMIH saisonnier. Est-ce qu'il y a des compléments d'information ? Est-ce que c'est une bonne présentation qu'a faite Mathéo ? Bonjour à toutes et à tous. C'est une excellente présentation. Donc moi, à l'UMI, je m'occupe de tout ce qui est négociation sociale au niveau de la branche, des hôtels, cafés, restaurants, donc une convention collective, donc collège patronal. Je suis aussi chef d'entreprise parce que j'ai 63 salariés, dont 55 ont moins de 30 ans, donc génération Z.
Moi, je suis de la génération X. C'est très à la mode de parler de génération. Mais j'étais aussi jeune, comme vous, et il y aura d'autres jeunes qui arriveront après. Oui, c'est une bonne présentation. Alors, en 1 heure et demie, faire un tour d'horizon, c'est de dire que oui, le monde dans lequel on est en train de changer. Alors dire que les jeunes aujourd'hui, moi je ne suis pas dans cette logique et je le dis devant les employeurs aussi, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Les chefs d'entreprise ont été jeunes aussi, ont eu la chance d'apprendre un métier ou pas, ont eu la chance d'avoir un tuteur ou pas. Moi je suis quelqu'un qui n'a pas de diplôme, j'ai appris parce que j'ai eu la chance d'avoir des employeurs qui m'ont pris en charge et qui m'ont formé. Après chacun a fait son parcours. Après c'est vrai qu'il y a des étiquettes qui collent durement à la peau. Tu disais je te tutoie. Mais tu peux me tutoyer aussi, il n'y a pas de problème. Parce qu'en anglais, d'ailleurs, il n'y a pas de tutoiement, pas de vouvoiement, donc on se tutoie. Oui, mal payé, travail au noir, etc. C'est des images qui durent, qui, contrairement à ce qu'on peut penser, changent, évoluent, mais ce n'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qu'on fait, nous, au niveau de la négociation sociale? Il y a une convention collective, la loi, c'est la loi. Le droit, c'est le droit. Un contrat de travail, ça se respecte. Voilà. Moi, je ne défendrai jamais un employeur qui est dans l'illégalité. Parce qu'il y a aussi des bons employeurs et il y a des bons salariés. Alors, pour les jeunes, c'est vrai qu'on parle de formation, tu parlais de sous-qualification. Aujourd'hui, les choses évoluent malgré tout. D'abord, on a la chance d'avoir une branche professionnelle qui est très atomisée. C'est-à-dire 90% des entreprises, c'est entreprises de moins de 11. Mais il y en a 45% qui n'ont pas de salariés. Ce sont des hommes et des femmes travailleurs indépendants qui sont seuls dans leur entreprise. Et puis, il y en a 10% sont des groupes pour lesquels c'est plus facile parce qu'ils sont structurés à travers des directions de ressources humaines et de mettre en place des accords d'entreprise qui sont, je rappelle, la convention collective, sans faire de cours de droit, c'est le minimum légal et c'est de monter, regarder les problématiques de rémunération. Tout à l'heure, j'entendais, tu parlais de pourboire. Nous, le pourboire, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans la convention collective. Par contre, un élément qu'on va mettre sur la table très prochainement, qui est la rémunération, il y a ce qu'on appelle la rémunération au pourcentage. Des choses, c'est des sujets de négociation qui vont être mis sur la table dans le courant de l'année 2020. L'épargne salariale, on parle de l'aspect rémunération. Et puis après, il y a l'aspect, bien évidemment, tout ce qui est, tu parlais du loyer, du logement. On a 400 000 salariés qui sont saisonniers dans la branche, 100 000 qui font des saisons d'hiver et 300 000 qui font des saisons d'été. Ce sont des gens pour lesquels on a des grandes difficultés, nous, chez l'entreprise, parce qu'on n'arrive pas à loger. Donc il y a tout un environnement qui est en train de changer. Puis on a des jeunes qui ne portent pas la responsabilité de ce qui se passe. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les mêmes qu'hier. Il y a une petite donnée qui a changé quand même, c'est qu'on a un éclatement de la cellule familiale. Et si on devait créer un CAP, c'est un CAP de parents aussi. Parce que moi, je vois des jeunes arriver dans notre secteur d'activité, notamment dans le circuit, je ne prends que la partie apprentissage. Sur l'exercice 2018, c'est 47 500 apprentis. On a toujours 30% des jeunes qui quittent au bout d'1 an l'apprentissage. Pourquoi? Très souvent parce qu'ils sont orientés par défaut. Parce que lorsqu'on est en 5e, par exemple, on arrive... l'orientation qui est faite par l'Éducation nationale, alors c'est pas se défausser. Nous, on veut prendre aussi notre part. On n'a pas le droit de participer à l'orientation. On oriente dans le bâtiment, dans des secteurs où on sait qu'on a des gros besoins. Mais un jeune à qui on ne demande pas son avis et qui ne sait pas ce qu'il veut, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'il veut à un moment de sa vie, dans quelle branche il veut aller, il y va et ça a un coût. Et puis au bout d'1 an, on le voit partir. Il part ailleurs. L'objectif, c'est de sécuriser les parcours professionnels. C'est d'amener aujourd'hui des possibilités de mieux former, quel que soit le circuit dans lequel on est. Qu'on soit dans l'apprentissage, qu'on soit dans une autre branche professionnelle, on veut venir chez nous parce que sa branche est bouchée, donc on doit mettre en place des certificats de qualification professionnelle. Et puis on doit aussi comprendre, chef d'entreprise, que le monde dans lequel on est en train de bouger. Et la digitalisation, le numérique est en train d'atomiser tout ça. Les rapports humains sont en train de changer, complètement. On n'a pas assez de temps pour tout aborder. On est, nous, à Lumi, sur un projet depuis 4 ans, sur la mise en place d'une énorme plateforme, un guichet unique dans lequel on va faire en sorte d'amener ce qu'on appelle la simplification pour l'employeur. Tout ce qui est externalisation des ressources humaines. Tu l'as très bien dit, 90% d'entreprises n'ont pas de responsable de ressources humaines. C'est quelque chose dont ce n'est pas l'essence même du chef d'entreprise que de s'occuper des contrats de travail, des bulletins de paie, des déclarations uniques, etc. Donc il y a tout ça qui est en train de changer et d'évoluer. Sur le logement, qui est un sujet fondamental, sur lequel tout le monde a sa part de responsabilité, tu as compris, les niveaux de loyer aujourd'hui sont juste insupportables. Quand on voit que 50% des fois de sa rémunération file dans son loyer, tu as raison de dire, le reste à charge, c'est quoi? Le reste à vivre, il n'y a plus grand-chose. Et donc c'est une forme
j'ose le mot, mais de toute façon, ce sera redit, c'est pas grave, une forme d'esclavage quelque part. Et c'est quelque chose qui doit évoluer. Donc il y a aussi la branche, elle prend sa part. On est en train de construire une résidence pour les saisonniers, une opération pilote, dans laquelle le loyer sera de 150 €. Donc on est en train de mettre en place cette opération-là et qu'on veut développer dans tous les territoires. Comme demain, il faudra que les chefs d'entreprise aient la possibilité de pouvoir avoir accès à des loyers modérés. Et c'est là, c'est collectivement, c'est renverser le système, ça veut dire c'est un nouveau paradigme, c'est un nouvel environnement. Et c'est ça qui est difficile à faire. Mais il y a des bonnes pratiques dans beaucoup d'entreprises. Il y a ici des gens qui représentent des entreprises qui ont des bonnes pratiques. Il y a ce que nous sommes capables de faire en tant que représentants patronaux, mais aussi syndicats de salariés, collectivement pour l'ensemble d'une branche. Et puis après, il y a des choses qui sont bien faites. Moi, chez moi, je suis en train de voir pour mettre en place le 13e mois, on va le mettre en place, de l'actionnariat aussi. Parce que moi, je ne suis pas dans mon groupe tous les jours, je ne suis qu'une journée par semaine. Je suis à Paris et mes affaires sont à Toulouse. Je prends mon exemple, il faut toujours être ramené un peu à sa propre... Donc il faut bien que j'ai confiance. Et pour avoir confiance, il faut bien que je rémunère un fixe et une variable, un intéressement. Le client est roi, non, il n'est pas roi du tout. Je suis désolé. Il a des devoirs, il a des droits, il doit respecter aussi les gens qu'il accueille. Donc tout ça, c'est en train d'évoluer. On est dans un système qui est en train de... Moi, je dis toujours, on n'est pas dans une révolution industrielle telle qu'on l'a connue hier, on est dans une révolution de système. C'est les systèmes qui sont en train de changer. Et à la seule différence, et ça, je suis attaché à ça en tant que chef d'entreprise en patronat, c'est que l'homme et la femme doivent rester au milieu de notre économie. C'est ce qui fait la différence avec d'autres économies. C'est que nous, on doit rester au milieu de cette économie-là. C'est les rapports humains. Lorsqu'on va dans un bar, pourquoi on va dans un bar plus que dans un autre? C'est parce qu'on aime bien les gens qui sont là, les patrons, la patronne, etc. Et donc, c'est des rapports sociaux. Ça déstructure quand même les rapports humains. Il faut quand même être assez bien, il faut l'utiliser avec parcimonie, c'est un peu toxique aussi. Donc tout ça est en train d'évoluer. Et je pense que collectivement, on a tous à se nourrir ensemble et pour faire avancer les choses. Balayer devant sa porte, parce qu'effectivement, il y a des mauvaises pratiques. Elle commence à... J'entends 70 heures par semaine, alors là, pour le coup, c'est interdit par la loi. Enfin, voilà, il y a une convention collective, on rémunère à partir de la 36e heure les heures supplémentaires. Bon, je ne nie pas ça, je ne défends pas, moi, ces chefs d'entreprise qui vont disparaître. Rassurez-vous, ils disparaîtront. Combien de jeunes ici ont déjà travaillé dans le secteur de la restauration? Je m'arrêterai là. 70 heures ou 35? Voilà. Donc, c'est pour ça que vous êtes là. Pour revenir aux métiers, à ces métiers qui recrutent, je voulais avoir un petit peu une idée. C'est tous les métiers du secteur qui sont en demande. Monsieur Soleil, vous qui avez des hôtels un petit peu partout dans le monde, on va dire. C'est combien? C'est 2400 hôtels au niveau mondial. Rapidement, le groupe Logis Hôtel, ce sont 2400 indépendants partout en Europe, bientôt en Amérique du Nord. Ça représente 47 000 chambres, donc c'est un tiers du parc Accor, pour comparer avec des marques probablement plus connues. Et c'est donc 25 000 salariés, 3 000 apprentis chaque année, 30 000 saisonniers. Moi, je voudrais juste revenir sur, et vous remercier pour l'étude, parce que ça nous amène aussi, de temps en temps, ça nous remet les pieds sur terre. Donc, merci. Et ce que je voudrais dire très simplement, c'est que, je suis mal à l'aise quand j'entends 45 heures, 70 heures, quand j'entends qu'il y a un flou sur le paiement, les jours fériés, etc. Et qu'en matière de business, parce que tout ça c'est du business, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves. Et que si on veut durablement attirer des talents, si on veut durablement parler effectivement d'amour dans les entreprises, la base, elle commence par la preuve de respecter le droit du travail. Effectivement, je partage avec Thierry, on est sur un changement de génération. Donc les employeurs aujourd'hui qui ont ces pratiques du passé, ils sont pour la plupart en train d'imaginer vendre ou déjà en train de vendre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi des nouveaux profils qui viennent dans nos métiers, des gens qui n'étaient pas du tout dans le secteur du tourisme et de la restauration, qui étaient avant chefs d'entreprise, qui étaient directeurs commerciaux, etc., et qui viennent par amour pour ce métier, dans ce secteur-là, et qui amènent finalement les pratiques d'autres secteurs. Et ça fait du bien aussi. Et puis on a des nouvelles générations. Nous, on a chez Logis Hôtel des établissements qui sont tenus par la 4e, la 5e génération,
et ils sont jeunes comme vous, et eux aussi, ils aiment leur métier, et ils ont envie d'attirer des talents comme vous, et donc ils changent leur pratique de leurs grands-parents. Oui, on recrute dans tous les secteurs, et dans tous les secteurs... du plongeur au concierge. Concierge, femme de chambre, réceptionniste, serveur, technicien. Dans tous les métiers, on recrute. Dans tous les métiers, on manque de personnel. Il faut aussi, aujourd'hui, et c'est pour ça que de toute manière les choses vont changer, des établissements qui, y compris en haute saison, sont obligés de fermer par manque de personnel. Toutes les semaines, j'échange avec des propriétaires qui disent « Moi, j'étais ouvert, mon restaurant, c'est beaucoup des hôteliers et restaurateurs. Ils ont souvent les deux activités chez nous, qui me disent « Voilà, moi, j'étais avant ouvert tous les jours. Je vais fermer le midi et je ne vais plus travailler que le soir. Ou alors, j'ai été ouvert à la clientèle extérieure. Je ne serai désormais plus ouvert à la clientèle extérieure. Je ne vais être ouvert et servir finalement que les clients qui dorment à l'hôtel. » Donc on est dans une logique aujourd'hui d'organisation de la décroissance. Alors la bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est que souvent, à ce moment-là, il y a une prise de conscience, et souvent aussi c'est fait dans une certaine mesure pour rendre les conditions de travail meilleures. Et c'est finalement se dire, avec un peu moins de chiffre d'affaires, je vais avoir moins de charges, où je vais pouvoir donner plus de jours de congé, et donc améliorer les conditions de travail et puis impliquer les collaborateurs. Mais, et dernier élément, on parle souvent du salaire, et c'est le premier argument que vous avez dit, c'est donner plus de salaire. 30% qui cherchent aujourd'hui preneurs. Moi je dis aux chefs d'entreprise, mais vous avez regardé dans vos équipes s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait reprendre. Donc si petit à petit, au lieu de donner du salaire, parce que c'est difficile, c'est des charges immédiatement, comment on fait? Parfois on n'a pas les moyens, pas la trésorerie pour le faire. On donne petit à petit une partie du capital. Au moment où on veut vendre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà quelqu'un qui est prêt, qui est impliqué dans l'entreprise, qui lui-même va pouvoir redonner une nouvelle histoire à l'entreprise et qui va être heureux de reprendre cette entreprise. Donc là aussi, c'est changer des pratiques de management, bien sûr au quotidien, mais c'est aussi changer notre regard. Et si on veut les fidéliser, regardons sur le très long terme et regardons comment demain eux-mêmes peuvent devenir chefs d'entreprise et accompagnons-les. Et le métier de la restauration, c'est un métier de compagnonnage. Accompagnons-les, y compris dans une histoire capitalistique. Embarquons-les dans une histoire collective, et ça donnera forcément des perspectives. Ces besoins, ils sont forts, même dans des grandes chaînes. Monsieur Sautreau, vous qui avez travaillé chez Accor, et on donnera la parole aussi à une DRH qui doit être en ce moment en train de chercher, si j'ai bien compris, des candidats. Écoutez, je voudrais répondre juste parce que l'étude est super intéressante, et en même temps, les gens qui sont autour de la table ne sont pas forcément des représentants des toutes petites entreprises que vous connaissez. Donc c'est juste pour... et moi, personnellement, mes parents étaient bouchers charcutiers de père en fils, et j'ai tout fait pour ne pas travailler dans des univers trop petits. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je conteste un peu quand même le fait que ce métier ne soit pas un métier de formation. Moi, j'ai fait 5 ans d'école hôtelière, et je pense que c'est un vrai métier, c'est un vrai savoir-faire technique, et qu'il faut... puisque moi, je suis là pour vous aider, pas pour... j'ai pas de recrutement perso à faire. Je pense qu'il y a 3 axes. Il y a un axe où soit vous rentrez dans un métier par une formation aujourd'hui d'apprentissage, l'école Bocuse, Médéric, des écoles hôtelières, de l'apprentissage avec un patron qui sait travailler, etc., et qui va vous faire une carrière. Moi, je vous conseille quand même de travailler dans des groupes, personnellement, c'est-à-dire ou des grandes entreprises. C'est ce que j'ai pu faire chez Sofitel ou chez Sodexo ou chez Général de Santé, après dans la santé, qui est très proche de l'hôtellerie. J'étais DG de Louvre Hôtel aussi. Tous ces univers-là sont des univers où, globalement, vous avez une ascension sociale, qui est ce qu'expliquait monsieur, très forte. C'est-à-dire vous pouvez très bien grandir, apprendre, et c'est des entreprises qui font en permanence de la formation. Après, vous avez de l'autre côté du spectre des entreprises comme McDo, pour ne pas le citer, qui, eux, vont utiliser effectivement des étudiants dans un système très normé, mais c'est aussi une marque, McDo. Donc, en fait, ce qu'il faut bien regarder, c'est, dans votre carrière professionnelle, c'est soit vous choisissez des marques, mais Ducasse est une marque, Michel Bras est une marque en lui-même. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dans votre CV fait 2 ans chez Bras ou avec Ducasse, bon, ça peut vous arranger. Et au milieu de ça, il y a effectivement tout un univers de gens, je suis désolé, qui n'ont pas compris.
On peut pas aujourd'hui, même d'ailleurs chez des grands chefs qui maltraitent les gens, il faut pas vous laisser faire. C'est pas bien, c'est-à-dire qu'ils comprennent pas qu'aujourd'hui le monde a changé, qu'on n'est plus au 19e siècle où moi, quand mon père, boucher charcutier, recrutait des jeunes, il prenait des apprentis dans la campagne qui parlaient peu le français, qui écrivaient pas, et pour qui travailler comme commis, devenir apprenti, commis et puis boucher, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce monde-là. 90% de la population a le bac. Et donc, si ces gens-là, ils ne comprennent pas comment il faut manager des gens, tant pis pour eux, ils vont mourir, comme disait monsieur. Sachant que, quand même, on a un petit problème, quand même, c'est que dans des univers dans lesquels on est, c'est la formation du manager qui est le patron de la business unit. C'est-à-dire, on a trop travaillé dans nos métiers en disant « Oui, attends, t'es excellent, ça fait 2 ans que t'es là, t'es un super serveur, bon, t'es directeur d'hôtel ou t'es directeur... » Enfin, directeur d'hôtel, il y a des formations, mais directeur de restaurant chez Buffalo, par exemple, ça avait ce problème-là, où il faut vraiment accompagner les gens dans l'avenir manager, parce que c'est pas inné le management, la finance, le marketing, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut bien regarder dans quel univers vous allez vous situer pour savoir comment vous allez gérer votre carrière, quoi. Nous avons une directrice des ressources humaines. Vous nous confirmez qu'au quotidien, c'est la galère pour recruter. Et qu'avez-vous pensé finalement aussi de cette analyse ? Donc effectivement, je suis la directrice des ressources humaines pour Domino's Pizza. Donc la particularité, nous, c'est qu'on est restauration rapide. Donc on a un autre cadre conventionnel, en tout cas, mais les mêmes besoins et règles légales, évidemment. Alors, j'ai trouvé votre présentation effectivement très, très appropriée. C'est intéressant de débattre des différentes mesures que vous avez en tête. Sur l'aspect, peut-être juste revenir sur l'aspect formation. Contrairement, nous, à l'hôtellerie, il n'y a effectivement pas de cursus qui est adapté à la restauration rapide. Donc, on est en fait aujourd'hui en train de jongler avec des filières plus orientées commerce, mais qui ne comportent pas cette partie aussi alimentaire. Et on va pouvoir, nous, s'appuyer sur des titres professionnels, mais qui sont aujourd'hui encore méconnus de la part des étudiants, qu'on a du mal à vendre par rapport à nos propres équipes quand on leur propose justement de se former, d'acquérir un diplôme qui, en France, est nécessaire pour construire une carrière et pouvoir évoluer et pouvoir développer son employabilité. Sur les difficultés à recruter, oui, évidemment, elles sont, pour moi, en tout premier lieu, vraiment liées à l'image qu'on dégage et à la méconnaissance, en fait, de ce qu'est un emploi dans, la restauration rapide, parce que c'est le secteur que je connais et dont on va pouvoir parler. Très clairement, ce côté que tu mentionnais tout à l'heure sur le fait que c'est devenu un job étudiant, c'est un job d'appoint et on ne pense pas, et quand on ne postule pas, parce qu'on ne pense pas pouvoir aussi en faire une carrière. Et nous, on le voit parce qu'on a pas mal travaillé la fidélisation et tout simplement en tenant nos promesses déjà d'être des employeurs justes et de rémunérer toutes les heures. Donc une traçabilité qui soit claire sur les heures travaillées. Il y a des outils qui font ça très bien. Donc les heures travaillées, elles ne sont pas cachées et elles permettent d'être payées et suivies. Et également de donner très vite des responsabilités qui permettent de faire de ce job étudiant un vrai premier emploi pour la suite. Et très clairement, effectivement, on a... donc nous, dans un magasin, on a à peu près une quinzaine de personnes qui travaillent, avec des employés polyvalents, des premiers équipiers, assistants managers. Sur nos employés polyvalents, à 80%, on est effectivement sur des gens qui font des études en parallèle, qui n'ont rien à voir avec le métier que nous, on leur apprend. Mais qui malgré tout apporte une expérience qui est extrêmement précieuse pour la suite et pour la recherche d'emploi d'après. Mais pour ça, il faut tenir ses promesses quand on embauche. Et les jeunes ont fait Mathéo et Julie nous ont parlé du turnover. Vous qui êtes à la tête de 11 restaurants, c'est ça ? 20 et près de 70 avec le réseau Linas. Ce turnover, vous le vivez parce qu'en tout, c'est 1000 employés, les deux entreprises. Alors, nous, on ne le vit pas beaucoup parce qu'on a une spécificité, c'est qu'on est une entreprise familiale. On demeure familiaux quand même. Donc, on a la partie restauration Noura qui est une convention collective et Linas qui est encore une autre. Bon, comme ça, au moins, c'est le double effet qui se coule. Donc on jongle, pareil, entre les conventions collectives, mais il y a quand même beaucoup de points communs entre les deux.
sur environ 1000 emplois. Je retire donc la branche Linaz, étant donné qu'il y a aujourd'hui 6 Linaz à Paris et il y a 70 franchises dans le monde. Donc on ne s'occupe pas du recrutement des franchisés pour l'aéroport de Séoul qui a ouvert il y a 2 semaines. C'est l'opérateur coréen qui s'en occupe, comme dans l'ensemble des autres pays. Nous, c'est exclusivement sur Paris et région parisienne pour l'instant. Et il va y avoir un développement en franchise qui va s'amorcer dès l'année prochaine. Alors, pour revenir à votre question concernant le turnover, on n'en a pas beaucoup pour une simple et bonne raison qu'on a vraiment un management de proximité, à commençant par moi-même, qui tourne sur l'ensemble des restaurants, mais parce que j'ai une petite taille par rapport à mes confrères qui, eux, sont évidemment bien plus grands. Et aujourd'hui, ça nous permet de détecter les potentiels très, très rapidement et de les valoriser très, très rapidement. Des besoins en recrutement, bien évidemment. On en cherche dans tous les sens, étant donné qu'on a des métiers qui sont très diversifiés. On a un laboratoire de production qui a une spécificité aussi, c'est qu'il est artisanal. Donc on a des bouchers, des glaciers, des boulangers, des pâtissiers, des légumiers. On a tous les corps de métier. Donc on peut chercher aussi des personnes pour les livraisons, mais en format livraison poids lourd, des livreurs, en scooter. Donc on coiffe énormément de métiers sur la partie de la restauration. Et est-ce que vous allez chercher vraiment des jeunes qui ont été formés? Parce que si j'ai bien compris, il y a des besoins, on ne trouve pas. Vous auto-formez? On auto-forme parce que nous, quelque part, il faut dire les choses telles qu'elles le sont. On est une enseigne libanaise, donc on travaille beaucoup sur la marque employeur. Mais pour beaucoup, il faut quand même avoir une affinité avec le produit, il faut avoir une affinité quand même pour la marque. Et aujourd'hui, quand on fait des écoles hôtelières, les gens ont plus de préférence à aller dans des grands groupes hôteliers ou dans des groupes beaucoup plus structurés qui peuvent permettre quand même, comme Domino's Pizza ou Buffalo Grill ou autres, qui peuvent permettre quand même de travailler un produit qu'on connaît, qu'on a déjà goûté. Donc le Libanais est plutôt, on va dire, un segment de niche et il faut quand même avoir une affinité par rapport à ça. Mais une fois qu'on y est rentré, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, les gens peuvent progresser très très rapidement. Et on a quand même la chance de compter sur un management, encore une fois, de proximité. Je pense que c'est ce qui est vraiment très, très, très important. Mais je rebondis sur ce qui a été dit. Il y a une phrase qui est clé. C'est vraiment prendre ses responsabilités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas toujours la faute de l'employeur. Je parle même pas des heures supplémentaires. Je parle même pas de ce débat qui, pour moi, est malheureusement une mauvaise publicité pour l'ensemble du métier. Mais je reviens sur réellement l'importance de l'humain, malgré la technologie. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'accompagner au maximum les personnes de manière à pouvoir les promouvoir. Et on est exactement dans la même mécanique, c'est qu'on pense que le manager d'aujourd'hui sera notre franchisé de demain. Et qu'à partir du moment où il est manager, quelque part, il est forcément passé à un certain moment par un système de promotion et par un système de valorisation. Donc on préfère, nous, donner la chance à tout le monde à partir de ce moment-là. Et ça fonctionne plutôt pas trop mal pour nous, étant donné que le turnover, on doit être aux alentours de 20%. Et pour ce qui concerne les jobs étudiants, on a beaucoup de jobs étudiants et on essaie quand même de valoriser, si vous voulez, ce job pour une simple et bonne raison. C'est qu'on sait qu'il y a des études, on sait qu'il y a des frais. On aide énormément, ne serait-ce que la communauté libanaise ou autre. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui font parfois d'autres métiers, qui se sont mis sur l'hôtellerie-restauration, et en tout cas chez nous. Et on s'aperçoit parfois qu'ils sont même plus talentueux et plus passionnés que certaines personnes qui sont chez nous depuis des années et qui tout simplement n'ont plus envie. Donc je ne peux pas entendre, et moi aussi je me sens un peu mal à l'aise de savoir que certains restaurateurs abusent d'heures supplémentaires et autres. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Il faut aller sur des groupes structurés qui peuvent promettre des promotions rapides pour pouvoir permettre de tout simplement avoir envie. Mais on ne fait rien sans passion, en fait. Et c'est un peu la question du turnover. C'est un problème d'entreprise, mais c'est aussi un problème de salariés. Si le salarié n'est pas passionné, si l'entreprise, elle, n'est pas passionnée par ses salariés, ben finalement, on n'arrive à rien. Donc, si j'entends bien, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Et il y a une part très importante quand même au management. Vous, Monsieur Cambou, qui êtes directeur réseau, et donc vous êtes en contact avec tous les franchisés Domino's Pizza, c'est ça? Il y a une vraie formation des managers et de ces franchises? Exactement, oui, j'ai en charge l'ensemble du réseau donc Domino's Pizza qui représente près de 410 restaurants à l'heure actuelle.
et qui sont dirigés par la majorité par des franchisés. Et je reviens un petit peu sur, vous disiez tout à l'heure, sur cette force-là qui est un réseau franchisé, c'est que le management, il est au quotidien des équipes par des franchisés qui sont pour la majorité d'entre eux issus du réseau. Donc, et ce qui est assez positif, c'est que je vois que l'ensemble d'entre vous, vous êtes déjà entrés dans la restauration. Donc, ce qui me fait plaisir que demain, parmi vous, on aura peut-être des franchisés de demain de Domino's. Malgré que vous faites peut-être des études à côté qui sont rien à voir avec le métier de la restauration. En revanche, notre challenge, c'est transformer ces personnes-là qui sont dans nos magasins comme livreurs, comme hôtesses, comme des gens qui produisent les pizzas pour que demain ils puissent évoluer au sein de la marque et prennent du plaisir pour demain pouvoir évoluer et demain être leur propre patron en devenant franchisé. Et oui, on accompagne nos franchisés dans de la formation régulière pour s'améliorer dans un monde qui change. J'entendais tout à l'heure la digitalisation, parce que ça, c'est quelque chose dans lequel on est pleinement dans un changement que nos franchisés historiques et que nos magasins historiques ont vécu depuis des années, vont continuer. Donc on fait la formation régulière. Et on fait aussi de l'intégration des gens de l'extérieur aussi, parce que c'est aussi, quand on a de la passion, j'entendais le mot passion, et c'est important, le mot passion de la restauration, le passion du client, qui demain, ce sont des gens qui peut-être font autre chose, qui intègrent aussi notre réseau, et on va aller chercher ces valeurs-là qui sont de la passion, de la rigueur, de la notion de service client, pour demain en faire des restaurateurs. Et ça, c'est notre mission au quotidien, avec plus de 100 franchisés et une 10 à 15 nouveaux franchisés par an qui viennent de l'extérieur. Voilà notre challenge en tout cas, et auquel on s'attache beaucoup d'importance dans notre enseigne en tout cas. Alors là, pour résumer, on a entendu plein de choses. Si vous avez des questions à poser, en tout cas, moi je ressens, il y a effectivement un problème d'image, il y a un problème aussi de management, il y a un problème de formation. Alors, formation à quel niveau? Alors, formation dans des groupes, formation adaptée à des groupes, parce que chez vous, c'est vous auto-formez, c'est votre école interne. Patrick Thiel, vous qui travaillez dans le digital, et la formation, quel regard vous portez et quels sont pour vous les besoins du secteur en matière de formation? Alors, je vais revenir en tout premier préambule sur cette étude. Merci, en effet, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est de grande maturité, puis ça sent le vécu. Mais justement, pour répondre à votre question, vous avez mis en exergue plusieurs idées, plusieurs adjectifs. Vous avez parlé de fierté, de plaisir au travail, vous avez parlé du turnover, évidemment. Et nous, en fait, on s'est employé depuis quelques années, tout en observant tout ce à quoi vous avez fait allusion tout à l'heure, parfois les drames avec des restaurants qui ferment parce que faute de talent, parce que on s'est employé à mettre la technologie au service de la formation. Et donc à la fois pour répondre à vos attentes de plaisir au travail, mais aussi dans le cadre d'un apprentissage défini en amont pour parvenir à l'objectif. Je crois qu'on n'explicite pas assez les métiers, on ne sait pas dans quoi on s'aventure. Et faute de discernement, en tout cas de connaissances, on s'engage dans des parcours qu'on a parfois du mal à traverser, faute de connaissances en amont. Donc la technologie à la fois pour les apprenants, tant pour l'identification des métiers à pourvoir, que les formations à suivre. Donc avec des outils tels que des portes ouvertes, des journées portes ouvertes digitales, JPOD, les réseaux sociaux, évidemment, que vous connaissez fort bien. Une chaîne de télévision dédiée aussi, qui a 6 millions de vues par mois de la tranche de 15 à 25 ans. Voilà, ça c'est pour la technologie en amont, qui vous permettent de mieux comprendre, de mieux écouter ceux qui incarnent les différents métiers de ces filières restauration et hôtellerie. Et donc quand je dis ça, concrètement, ça veut dire quoi? On s'emploie, nous, à mettre en lien les hommes ou femmes de métier avec les apprenants, pour partir, encore une fois, en toute connaissance de cause dans les cheminements d'apprentissage. Et puis, pour le compte, cette fois-ci, la technologie au service des entreprises pour former d'une autre manière et faire en sorte que la formation dans laquelle vous vous engagez soit davantage, je ne vais pas dire ludique, parce que ce n'est pas tout à fait cela, mais quand même, en tout cas plus accessible et avec des modes opératoires qui soient plus incitatifs sur la manière de progresser et de se rendre compte aussi de la manière dont on progresse. On s'engage souvent dans des parcours, et quand je dis, mais on ne les balise pas suffisamment,
et on ne se rend pas suffisamment compte de la manière dont on a pu progresser. Et ça, c'est capital, tant dans votre première formation que pour la suite des événements, parce que plus vous vous rendrez compte de la manière dont vous allez acquérir les compétences / connaissances sur un premier métier, plus vous aurez facile à développer des parcours et à développer des mobilités géographiques en lien avec l'employeur. Évidemment. Et donc, pour l'employeur, ce qu'on s'est employé à faire et à mettre en place grâce à l'outil au service de la pédagogie, et certainement pas l'inverse. On en a parlé à l'instant. La digitalisation, c'est fort bien, mais on propose France Excellence Academy est donc un écosystème d'apprentissage qui permet de s'engager dans des parcours denses, assez parfois raccourcis, mais qu'on s'autorise à travailler en amont avec les recruteurs pour travailler le plus finement possible les prérequis, le portefeuille de compétences. Exemple, on peut s'autoriser à revisiter un CAP de commis ou un CAP cuisine. On s'est rendu compte que dans le portfolio construit au siècle dernier, il y avait encore beaucoup d'histoire géo. Non pas que je veuille dire que l'histoire géo ne soit pas nécessaire, mais la culture générale, on peut s'ouvrir au monde d'une autre manière. En revanche, des compétences clés qui sont absolument nécessaires, parfois une règle de 3 d'ailleurs, etc., ne sont pas acquises. Donc encore une fois, pour permettre de façon plus efficiente de s'engager dans des parcours et gagner du temps en matière de formation, en matière de budget pour le compte des entreprises également, optimiser les parcours d'intégration d'autant qu'ils ont été travaillés en amont pour répondre à un besoin bien précis et faire en sorte que lorsqu'on entre dans un parcours de formation, eh bien, à l'issue en fonction là aussi du cahier des charges initial, de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, dont on convient avec le recruteur, eh bien, vous sortiez avec un métier et vous soyez immédiatement à l'aise, opérationnel, le jour J, dans votre métier. Ça, c'est notre propos, avec un triptyque fondateur. C'est évidemment la professionnalisation. Donc, on vous place, le digital, c'est bien, mais on vous place dans des situations réelles, dans des cuisines, dans des hôtels, dans un accueil, à Rungis, dans une ferme laitière de Normandie, pour comprendre les circuits de distribution. Bon, de la professionnalisation avant tout, avec des hommes et des femmes de métier. Et puis, les valeurs humaines, on y a fait allusion à plusieurs reprises, fondamentales dans ces métiers, fondamentales, et évidemment la technologie. Et là, au service de l'apprenant et de l'entreprise. Monsieur Grégoire, il faut aujourd'hui révolutionner la formation à tous ces métiers pour attirer, fidéliser des jeunes, ou il faut que le secteur donne une autre image d'elle-même. On a bien compris qu'il y a des marques qui ont des images fortes, qui permettent d'attirer des candidats. Monsieur Sautreau l'expliquait. Mais le secteur en lui-même, et notamment le secteur des petits entrepreneurs, doit donner une autre image. Si on regarde à la télévision, qu'est-ce qu'on entend ? On entend des restaurateurs qui se plaignent, des barman qui se plaignent à cause de la météo, à cause d'une grève, à cause, etc., tout le temps. Les artisans ont eu ce même problème. Quand on les voyait à la télévision, ils râlaient. C'est un problème d'image, ça ne va pas attirer les jeunes. C'est la nature du français de râler en permanence, donc je pense que ce n'est pas propre à notre secteur d'activité. Moi, il y a 3 questions dans votre propos. Premièrement, moi, je n'oppose pas les groupes aux indépendants. J'ai travaillé chez Accor, j'ai été formé chez Accor, j'ai fait le Louvre, j'étais chez Intercontinental. Et j'ai choisi un jour ou l'autre d'être libre. Quand on a un contrat de travail, on a des responsabilités, mais on n'est pas libre. J'ai choisi d'être libre, de devenir travailleur indépendant chez l'entreprise. Donc je me suis associé, j'ai des associés, on a acheté un hôtel. D'abord, j'étais seul. Après, j'ai acheté plusieurs hôtels. On est 7 associés. Et donc, chacun amène sa valeur ajoutée. Si je peux être aujourd'hui à la tête d'un tout petit groupe, mais modestement, c'est parce que je suis passé aussi par des enseignes. Mais aujourd'hui, les enseignes, ce sont essentiellement quoi ? Des franchisés qui sont des gens indépendants. Et donc, à un moment donné, il n'y a pas cette histoire d'indépendants, de groupes, etc. Elle est en train d'être complètement atomisée parce qu'on parle de franchise. Parler de franchise, tu parles de franchise. Aujourd'hui, on a tous envie. Et c'est très intéressant parce que de liberté, de travailler un peu comme on veut, quand on veut. C'est un peu ça aussi la révolution des choses. Et les nouvelles générations qui arrivent, elles veulent un petit peu choisir leur moment. C'est pas qu'elles veulent travailler moins, c'est qu'elles veulent travailler différemment. Et c'est aussi ça l'adaptabilité qu'on doit avoir. Après, sur la formation, on a un gouvernement qui est extrêmement proactif, qui a atomisé complètement, est en train d'atomiser, d'ouvrir complètement et d'individualiser. Moi, je suis pour l'individualisation. Chaque individu
a le droit à sa formation tout au long de sa vie professionnelle, et moi le premier. Tout le monde. Donc ça, c'est en train d'être ouvert. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une faillite collective, je pèse mes mots, de toutes celles et tous ceux qui ont représenté la profession. Il y en a beaucoup qui critiquent aujourd'hui, mais qui étaient dans le système hier. Aujourd'hui, le système est en train d'être transversé complètement. Donc on a la possibilité de se former, de choisir chaque individu par le compte de formation professionnelle. Tout ça est en train d'être ouvert. Alors ça percute parce que c'est une révolution pour certains d'entre eux. Mais moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je dis juste qu'il faut effectivement que ce soit ouvert. Après, il y a des critères de classification qui sont en train d'être revus, des critères classants. Après, j'entends aussi, et il y a des très bonnes pratiques qui sont. Alors, c'est vrai que ça fait hurler certains chefs de cuisine, mais tant pis. Ben moi, je trouve ça plutôt bien, les parcours. En 12 semaines, on apprend les bases de notre métier. Ouais, ça décape un peu. Mais bah, tant pis, ça fait du bien aussi à la profession de temps en temps de se faire un peu décaper. Je pense qu'il faut aussi accepter ça. Donc ce monde ouvert, il doit s'ouvrir, mais il doit aussi avoir de la protection. Parce que quand on interroge un peu tout le monde, tout à chacun, quelle que soit sa génération, et pour le coup, moi j'ai une autre casquette, puisque j'ai la chance d'être vice-président d'un groupe qui s'appelle Malakoff Humanis, où on pilote les régimes de santé et de prévoyance, et on a mis en place tout un tas de dispositifs. Et je suis très content, moi, quand... Par exemple, Uber Eats se fait condamner parce qu'aujourd'hui, un restaurateur qui fait 25% de son chiffre d'affaires tous les jours, sans avoir un cuisinier supplémentaire, sans voir le client, sans avoir un serveur, parce qu'il produit pour des clients qui restent chez eux, et on nie le fait que celui qui transporte la prestation, qui n'a aucun statut, qui n'a rien du tout, qui se casse la figure, et la plateforme dit « au revoir, tu reviendras quand tu auras retrouvé tes deux jambes », ça, c'est le monde qui est en train de changer. Le salariat d'hier et ce travailleur de plateforme, c'est ces deux mondes-là qui doivent se marier. C'est ce que j'appelle, moi, le salariat 3.0. C'est changer les conditions, non pas de travail, mais les conditions dans lesquelles les gens peuvent se retrouver. Alors, il y a la rigidité, on me dit toujours le code du travail. Non, le code du travail, il n'est pas rigide. Il est ce qu'il est. Rien n'empêche aux entreprises de mettre énormément de souplesse. Rien n'empêche les entreprises de faire des accords d'entreprise. C'est ce qu'a permis ce gouvernement. Je ne fais pas la promotion du gouvernement, je dis, a permis de libéraliser, permettre justement aux entrepreneurs de pouvoir changer les choses. Puis après, oui, écoutez, moi je suis aussi, j'ai un hôtel qui est Logis, donc je suis un de ses clients. J'ai un autre hôtel qui est Hilton, plus grand. Je suis un chef d'entreprise. Moi, j'apprends avec les Z, les Y, et je suis un X, mais je suis X, Y, Z dans ma tête et alpha demain. Donc je veux dire, j'ai été jeune, et moi, ma fierté, c'est de dire qu'est-ce que je peux transmettre demain, parce que qui va racheter nos affaires demain ? Si on ne s'occupe pas de notre jeunesse, si on ne les forme pas, si on ne transmet pas, on peut pleurer. Hein. Vous dites le restaurateur qui pleure, il n'y a pas que des restaurateurs qui pleurent. Il y a d'autres secteurs d'activité, mais il faut former, c'est ça notre jeunesse. Et je pense que la société, elle est fait qu'aujourd'hui, elle est percutée. Et donc ceux qui râlent, c'est ceux qui ne veulent pas changer, mais ils n'auront pas le choix. Et je pense qu'il faut accepter ça, et il faut partager la valeur. On crée de la richesse dans ce pays. Moi, j'accepte de partager en tant que chef d'entreprise la valeur du fruit du travail qui a été produit par mes propres équipes. C'est hyper décapant ce que je dis, parce que je me fais aussi des ennemis quand je le dis. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Le 13e mois devrait être obligatoire dans toutes les entreprises, dans le champ conventionnel. Distribuer des actions gratuites dans un groupe, même si c'est pas simple, il faut l'organiser. C'est pas idiot d'avoir 10% de son capital ou 5% qui est donné à chacun de ses collaborateurs. Parce que ça veut dire quoi ? C'est l'assurance pour le chef d'entreprise ou l'entrepreneur de se dire que son salarié est un associé. C'est quand même quelque chose qui déstructure. Et moi, je suis très attaché à ça. Après, je pense que les mentalités sont en train d'évoluer. Et il y a plein de gens autour de cette table et à l'extérieur aussi qui sont en train de faire bouger les choses. Après, la notion de râler ou pas, c'est français, voilà. Mais je pense que oui. Après, on est dans un monde très ouvert avec la digitalisation, mais il faut faire attention avec le monde très ouvert. Il faut aussi mettre des garde-fous et protéger les choses. Voilà. Il faut un minimum de protection. Ça ne peut pas être la loi de la jungle. Donc il y a des règlements sociaux qui se passent par les conventions collectives, mais en plus dans la convention collective, il y a la rapide convention collective, il y a la collective, c'est une autre convention, la HR, c'est une autre convention, etc., etc. Donc tout ça, c'est en train d'être percuté aussi. Donc il doit y avoir un cadre dans lequel on accepte cette liberté ou ces mouvements. Le turnover, et je terminerai là-dessus, il est important parce que moi je comprends que des jeunes disent non.
Et ils ont le droit de dire non. Non, je ne veux pas, moi, me faire exploiter. J'étais il y a 15 jours dans une chambre de commerce avec des étudiants en droit social qui me disaient, président, moi j'en ai marre, je ne suis pas payé, je suis des heures. Eh ben, j'ai dit, t'es parti? Ben oui, je suis parti. Eh ben, tu as bien fait de partir. Et vous savez, à un moment donné, tout ça, ça va se réguler naturellement. Et on va perdre ceux qui râlent et ceux qui ne veulent pas. Et l'illégalité, ne pas payer les gens, ça c'est fini ce temps-là. Et je pense que c'est une bonne chose qui se passe. Ça, la digitalisation y contribue, les rapports sociaux changent, et la jeunesse, des fois, elle est nettement plus mature que certains de ma propre génération. Voilà. Et je pense que s'il faut écouter, le sachant, c'est très français ça. L'éducation nationale est sachante. Tu n'es pas sachant si tu n'es pas l'éducation nationale. Bah non, le sachant, le savoir, le savoir-être, le comportement, etc. Il y a juste un élément important dans notre métier, c'est qu'il faut aimer les autres. Aimer l'autre, aimer les gens. Tu peux être le meilleur technicien du monde, le meilleur cuisinier, tu peux être le meilleur directeur de salle, le meilleur réceptionniste. Si tu n'aimes pas les gens, ça devient un peu compliqué dans tes rapports à l'autre. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne va à un endroit plus qu'un autre? C'est qu'on aime bien aussi avoir cette petite reconnaissance, ce moment de partage. C'est un peu ce qui fait la différence dans d'autres secteurs d'activité. Je redis, je pense que c'est important, les hommes et les femmes au milieu de notre système, c'est ça. Et c'est le système qui est en train de changer. Il ne faut pas perdre de vue ce côté humain, cet humain-là qui est nécessaire, quel que soit ce que l'on fait comme métier, de la restauration du monde, restauration libanaise que moi j'adore, etc. Les pizzas qui sont très bonnes, sont très bien faites. On a mis en place un CQP de pizzaiolo, et ça fait très longtemps, alors que ça fait des années qu'on aurait dû le faire. Bah, ça se met en place. Les choses se mettent en place. Ça va peut-être pas assez vite, c'est vrai, vous avez raison, mais les choses avancent. Voilà. Et je pense que c'est plutôt une très très bonne chose. Et donc arrêtons de se plaindre de voir que le côté et le constat qui est partagé par tout le monde, oui, bien sûr, merci pour ça. Bon, moi, j'ai honte ou pas honte, c'est pas ça le sujet. C'est je me dis que aujourd'hui, les choses avancent quand même très vite. Il reste des choses à améliorer. Il faut que ça s'améliore. Il y aura toujours des gens qui feront n'importe quoi, mais ceux-là, ils seront plus visibles et sanctionnables. Et il faut donner la parole aux jeunes. Et c'est justement à votre tour de poser des questions. Ou est-ce que vous avez des remarques? Alors, l'exercice avec le micro. Moi, j'en ai une, c'est que vous parlez beaucoup de franchisés, enfin de personnes qui ont travaillé dans d'autres domaines, qui ont fait des grandes études, qui ont été directeurs commerciaux et qui vont reprendre ou qui vont se remettre à reprendre des activités dans la restauration parce qu'ils veulent changer de cap. Et pour ma part, j'ai été employée par quelqu'un comme ça, et donc qui n'y connaissait rien, qui n'avait jamais fait de pratique, qui manageait ses équipes et qui en fait n'écoutait pas ce qu'on lui disait en lui disant bah en fait mettre les couverts à cet endroit-là, c'était des petites choses bêtes, des fois c'est pas pratique parce que ça nous fait faire 20 mètres de plus, mais 20 mètres quand on doit en plus aller à l'autre table qui est encore plus à l'autre bout, c'est pas pratique. Et je sais que j'ai d'autres amis dans d'autres établissements qui ont eu affaire à qui ont eu ce genre de problème aussi, d'avoir des personnes qui étaient du coup non qualifiées pour gérer et manager. Et quand on leur faisait des remarques, c'était non, mais on trouvera quelqu'un d'autre, merci, au revoir. Donc, est-ce qu'au final, c'est pas aussi un risque de prendre des personnes qui sont pas qualifiées à ce métier-là, qui n'ont pas de formation pour reprendre des restaurants, des hôtels ou quoi que ce soit? La formation des managers, qui veut répondre? Le responsable réseau et M. Sautreau. Dans ce monde, il y a de tout. Moi, je vais au salon de la franchise tous les ans. Je vois de tout. Je vois des gens qui montent des franchises et qui n'ont aucun restaurant, qui n'ont jamais aucune expérience et qui vendent des franchises. Donc, il y a tout. Mais ce qu'il faut, c'est que vous déterminiez dans ce que vous allez voir les gens qui sont autour de la table, quand ils nomment des franchisés, c'est toujours des gens. Moi, chez Buffalo Grill, c'était le système. On a fait 300. Christian Picard, qui était le fondateur, a fait 300 restaurants comme ça. C'est toujours des gens qui étaient en poste, qui connaissaient, qui arrivaient au bout d'un poste de manager. Il les formait plus ou moins bien quelquefois, mais bon, les gars, ils rentraient, ils avaient une franchise. C'était comme si c'était un Buffalo succursale et un Buffalo franchise. Il y avait aucun écart, quoi. Donc là, la situation que vous avez, il doit y avoir un problème avec le franchiseur. S'il a nommé quelqu'un sans le former, sans qu'il y ait eu d'expérience professionnelle à l'intérieur du réseau, c'est un réseau de franchise qui, à mon avis, va avoir des difficultés. Alors après, il y a des réseaux de franchise qui sont très simples en termes de production, mais dans la restauration, l'hôtellerie, en général, c'est quand même assez complexe. Et donc, il y a un savoir-faire de métier
qui est indispensable. Une console, c'est cuillère, couteau, fourchette. Moi, j'ai appris ça il y a 50 ans. Je vais dans n'importe quel restaurant, dans la console, si c'est cuillère, couteau, fourchette, je sais que c'est des professionnels parce qu'on ne perd pas le temps à chercher où est la cuillère, le couteau et la fourchette dans une console qu'on ne voit pas. C'est un exemple pour vous faire rire. Mais voilà, un franchisé, c'est de toute façon, vous imaginez-vous, franchiseur, vous mettez quelqu'un à Alençon ou à Montauban, il représente votre marque. Donc vous avez intérêt à ce que le type il soit au top de la formation et que commercialement, il vous permet ensuite d'avoir d'autres franchisés. Donc vous avez intérêt à avoir des gens formés. Bon, alors, malheureusement, il y a quelques réseaux de franchise qui ne sont pas très bons, qui vont aussi disparaître, comme on dit, parce qu'ils n'auront pas fait leurs preuves. Peut-être pour compléter, alors juste corriger, je ne fais pas de la franchise, parce que sinon il faut que je te dise comment tu travailles dans ton établissement, et ça tu ne vas pas aimer. Moi je représente en fait des établissements qui ont à 80-90% 10 salariés maximum, qui sont tous des indépendants, ils ne sont pas franchisés, et ils incarnent l'expérience client. Alors je vais être un tout petit peu iconoclaste. Je crois que si on veut durablement changer les choses, il faut arrêter de parler que des trains qui arrivent en retard. Et il faut aussi, de la part des jeunes ou des moins jeunes, arrêter d'attendre de l'employeur. Il va falloir aussi, à un moment, que vous, les jeunes qui avez plein d'idées, vous les mettiez en place. Et que vous trouviez la bonne façon de le dire, de l'expliquer, d'accompagner aussi. Manager son CEO, ça existe, c'est un bouquin. Et je vous le recommande parce que vous n'aurez pas toujours le patron que vous avez choisi. Mais apprendre à manager son patron pour trouver la capacité de contribuer positivement à la façon de gérer, pour contribuer positivement au changement des pratiques, contribuer positivement et vous-même mettre de l'engagement dans le projet de l'entreprise, c'est aussi ça que vous devez attendre. Et pas à dire, ils sont trop nuls les patrons, moi je m'en vais, je vais ailleurs, etc. Stop. Stop. Vous voulez contribuer demain, mais allez-y, contribuez. Alors, encore une fois, pas dans des impasses. Le cas que vous mentionnez, probablement qu'il n'y avait pas grand-chose à en tirer. C'est pas grave. Mais ça n'est pas la majorité, loin s'en faut. Et donc, je pense aussi que si on veut attirer des talents, changer durablement l'image de la restauration, parce que c'est un métier, on a parlé de passion, de créativité, d'autonomie, de relations clients, où vous pouvez vous éclater, en clair. Et c'est pas toujours, c'est pas tous les secteurs qui le proposent. C'est aussi à un moment dire comment vous, avec votre vision différente des jeunes, la digitalisation que vous maîtrisez et qui est le prolongement naturel du bras, vous allez accompagner les générations un peu plus anciennes, y compris la mienne, je me mets avec, dans ces changements, parce que s'il n'y a pas d'accompagnement, il y aura une rupture. Et c'est jamais bon, les ruptures. Et donc, moi, vraiment, c'est ça. C'est oui, il y a des mauvais managers, mais on a aussi besoin d'avoir des salariés engagés, y compris quand c'est un job étudiant, y compris quand on le fait juste pour gagner un peu d'argent. Mais quand vous êtes dans l'entreprise, vous participez à la construction de l'expérience client, vous participez au développement de l'entreprise, et donc là, vous devez y être à 110%, parce que j'ai aussi entendu, nous les jeunes, on ne veut pas d'engagement sur le long terme. C'est ce que vous avez dit. J'ai écrit. C'est ce que Mathéo a retenu de certaines choses. Ah non, mais d'accord, mais vous n'allez quand même pas vous désolidariser. Je ne vais pas me désolidariser à aucun moment de Mathéo, parce que le travail qu'il a fourni avec Léa, c'est vraiment un travail remarquable. Et je le remercie beaucoup. Parce que moi qui ai été dans le milieu de la restauration pendant des années, moi qui suis témoin et qui vais témoigner après tout à l'heure, tout ce qu'il a dit, c'est quelque chose qui est vrai. Alors oui, certes, on parle des jeunes et on dit que les jeunes ne veulent pas forcément des contrats à long terme ou ce genre de choses. Moi, c'est une réalité. C'est une réalité, mais il ne faut pas faire d'une réalité une généralité. Alors, je vais vous donner juste un exemple. Je vais vous donner juste un exemple, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité et une généralité. Les professionnels, quand ils veulent recruter, s'ils mettent CDI, ils n'ont pas d'appel. C'est faux. Désolé, hein. Excusez-moi de parler au nom de 2400 professionnels indépendants. Vous mettez CDD, vous avez des appels et des gens qui viennent vous voir. Alors peut-être que vos offres de CDI ne donnent peut-être pas encore envie. Parce qu'en fait, on est là aussi pour débattre du problème du recrutement, je crois. Personnellement, je suis en CDI. Je travaille que les week-ends, mais je suis en CDI. Vous voyez ? Et je suis pas un cas à part. Je sais que dans cette salle, dans cette école, dans d'autres écoles, peu importe quel corps d'études on va faire ou quoi, ça existe.
c'est pas une mauvaise blague, quoi. Voilà, ça existe. Bien sûr que ça existe, mais encore une fois, il y a une tendance de fond et il y a un vrai sujet sur la notion d'engagement. Bien sûr, les employeurs ont leur rôle à donner, la marque employeur est là pour ça, mais désolé, je bouscule un peu, parce que sinon on va être hyper consensuel, c'est pas drôle. L'histoire de CDI est fondamentale. Enfin, vous le percevez comme, oui, vous n'avez qu'à nous proposer des filières avec de l'évolution, qui fassent envie, qui donnent envie, et qu'on comprenne d'ailleurs de quelle manière on peut évoluer. Et je reviens sur ce qu'on se disait tout à l'heure, mais enfin, voilà, la notion d'engagement et la problématique de turnover et de fidélisation pour finalement collégialement faire jouer le rôle d'ascenseur social dont tout le monde parle, mais finalement qu'on exerce moyennement ou médiocrement. Parce que vous méconnaissez les méandres et les étapes à combler pour parvenir à vos fins et gravir les échelons et finalement pouvoir jouer le rôle d'ascenseur social et gravir et pratiquer une mobilité professionnelle, voire géographique, les deux. Mais c'est nous qui devons, nous via la formation et les outils, comme je l'expliquais tout à l'heure. Un petit exemple, ce qu'on essaie de mettre en place depuis quelques temps, c'est des formations, une itinérance pédagogique sous format de concours qui permet d'être vu sur les réseaux sociaux, sur la télévision, sur des réseaux TNT, chaînes de TV, et d'être vu et d'être regardé en tant qu'apprenant et finalement également être possiblement visionné par le recruteur qui peut se dire à tout moment, à l'instar de certaines émissions grand public qu'on a tous regardées, sauf qu'on essaie d'y mettre de l'ingénierie pédagogique derrière et de la structuration pédagogique pour que tout le monde soit, on parlait d'engagement, soit tensé tout au long de son parcours, de son itinérance pédagogique. Ça, c'est un premier point sur la manière d'apprendre. Ça, c'est mon premier point. Mais le deuxième point auquel on a fait allusion tout à l'heure, c'est vraiment bien connaître, y compris la dureté sans embâge, en fait, on peut le dire de façon très claire. Et oui, ces métiers sont des métiers de passion. C'est difficile parce qu'on connaît les horaires, on connaît leurs contraintes, mais on ne les connaît pas toujours bien avant de s'engager. Alors que si on les explicitait et que nous, en tant que formateurs ou en tant qu'entreprise, on mette les choses de façon plus pragmatique encore pour combler les gaps et du coup réduire la dureté des métiers, peut-être qu'on arriverait collégialement à mieux, vous faire entendre que la filière, et qu'on oserait apposer le CDI en se disant oui, venez chez nous, vous allez pouvoir y vivre 5-10 ans de façon absolument incroyable en ayant changé de métier et de périmètre 3 ou 4 fois. Encore faut-il que collégialement on s'y attelle. C'est tout l'intérêt de votre étude pour nous faire à la fois réagir et travailler ensemble de façon plus régulière pour faire avancer le système, à la fois de l'apprentissage, à la fois de l'entreprise qui joue son rôle d'ascenseur. Il y a une question. Moi, j'avais juste une petite remarque à faire avant sur l'engagement des jeunes, en fait. Quand vous dites, et c'est vrai que les jeunes ne veulent pas s'engager, je pense que c'est pas dans le sens où on ne veut pas s'engager à faire quelque chose, mais on a tellement envie de découvrir et tellement de possibilités dans le monde que maintenant on nous dit, vous pouvez tout faire, vous pouvez faire ce que vous voulez, que c'est aussi ça, c'est de dire, j'ai envie de voir ce que c'est que de travailler dans ce milieu-là, mais j'ai aussi envie d'aller voir autre chose. Et qui plus est, en tant qu'étudiant, c'est vrai qu'un CDI, des fois, peut faire peur parce que nous, dans notre école, on a des stages de fin de mois. Et donc, moi, je me sens mal de m'engager dans un CDI en leur disant, au final, je sais que je m'en vais en mai parce qu'en mai, j'ai 2 mois de stage à faire à temps plein. Donc, je pense que c'est aussi un facteur qui joue beaucoup actuellement. Alors, moi, je veux juste revenir sur le CDI, les CDD. Je pense qu'il y a beaucoup d'offres, en fait, sur les CDD et moins sur les CDI. Parce que, étant étudiante, pour les logements, il faut un CDI. Donc, plein de jeunes recherchent beaucoup de CDI. Malheureusement, il n'y en a pas assez. Alors que des CDD, il y en a assez. Et je pense que ça arrange aussi les entreprises dans un certain sens. Peut-être d'avoir des personnes en CDD que des personnes en CDI, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'annonces qui proposent des CDI. Et je voudrais revenir aussi sur l'engagement au niveau des entreprises. Donc, vous nous poussez à mettre du nôtre où on travaille, sauf que ce n'est pas la réalité en fait, de ce qui se passe au travail. Au travail, en fait, on nous laisse juste à notre place. Donc, peut-être de serveuse ou de caissière, on nous laisse à notre place. Et on n'a pas cette possibilité de peut-être donner notre mot pour faire en sorte que l'entreprise... change ou alors non. En réalité, non. Si tu viens au travail, tu travailles et tu rentres chez toi. Et c'est tout.
Oui. Je me permets de rebondir parce que moi, je suis très, très étonné de ce que j'entends. Moi, je vais vous donner un peu de... Chez nous, c'est CDI, déjà pour commencer. Il y a une période d'essai. Donc, dessus, il n'y a pas de souci. Une personne qui est étudiante est une personne tout à fait comme une autre, voire parfois meilleure, parce qu'elle a plus besoin de se loger et de manger, qui a tout à fait son mot à dire. Je reste quand même très impressionné des entreprises que vous avez peut-être côtoyées et de votre choix pour votre carrière, étant donné que vous vous donnez du mal, vous étudiez ces métiers. Enfin, je suis quand même très très étonné. Moi, j'ai des étudiants, quand je fais des opérations éphémères, que ça soit au Carlton de Cannes ou à l'hôtel Hermitage l'été dernier sur Monaco, j'amène les étudiants qui le souhaitent. Et ils sont juste logés, blanchis et nourris. Et ils viennent, en fait. C'est presque des vacances pour eux. Ils sont à la plage la journée, mais ils travaillent le soir. Et tout se passe très très bien. Donc, je ne sais pas s'il ne faudrait pas que vous revoyiez peut-être aussi un peu les entreprises que vous sélectionnez. Parce que je reviens sur le thème de l'engagement. L'engagement est très 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 important. On a certes une part de responsabilité en tant qu'employé, mais ce que disait monsieur est tout à fait vrai. À un certain moment, vous n'avez pas une tenue différente dans l'établissement. Et lorsque le client rentre, vous contribuez à faire partager l'expérience client. On ne vous a pas collé une étiquette étudiant, en fait. Pour vous, pour le client, vous êtes quelqu'un qui fait partie de l'entreprise. Que ce soit le week-end ou les soirs quand vous pouvez travailler, ou bien en fonction du moment où vous êtes dans l'entreprise, de toutes les façons, vous êtes un ambassadeur de l'entreprise. Que vous soyez étudiant, en CDD ou en CDI, vous faites partie de l'entreprise. Et je reviens vraiment sur cette notion de l'engagement qui est fondamentale. On a peut-être, ou la profession a peut-être des personnes qui agissent mal. J'entendais parler de cette console, j'ai rebondi sur la franchise, mais il n'y a pas que la franchise. Ça se passe aussi dans des groupes de restaurants. Et on se réunit assez, nous, à Paris, entre opérateurs de restaurants, et on est même parfois de la même famille. C'est pas parce que je fais du libanais que j'ai pas d'autres enseignes. Et je peux vous dire que c'est la chasse, entre guillemets, aux mauvais managers. Et je pense que vous êtes tombé sur un mauvais manager. Mais ça pourrait être sur une franchise comme dans un restaurant propre. Et effectivement, je rejoins M. Sautreau, s'il y a un problème de console et qu'il n'arrive pas à l'entendre, faut pas se battre, faut juste partir et apprendre de cette expérience, parce que ça reste une belle expérience quand même, et laisser la personne là où elle est et passer à autre chose, quoi. Monsieur Grégoire, je sais que vous devez partir plus tôt. Oui, ne vous inquiétez pas pour ça. Je ne voudrais pas partir avant de compléter. De toute façon, le CDI, c'est le seul contrat de travail qui permet d'avoir accès aux prêts bancaires et qui permet d'avoir aux garanties locatives. Voilà. Donc ça, ce n'est pas de votre responsabilité. Si les choses doivent changer demain, c'est à nous, au pouvoir public et aux législateurs de faire évoluer les choses. Et c'est compliqué. Parce qu'on est dans un monde aussi, un monde un peu corporatiste. Allez dire aux banques demain... le CDD, maintenant, tu vas faire des prêts bancaires parce que c'est la loi, ben, ils le feront. Bon. Le CDI, il est comme toute la nature de tous les contrats de travail, il y en a 4. Hein. Il y a le contrat à durée indéterminée, c'est 80% des salariés en France qui sont en CDI. Il y a le CDD en remplacement à terme précis. Il y a le CDD saisonnier. Et il y a les contrats d'usage, ce qu'on appelle dans notre branche les contrats d'extra. D'accord ? Chacun de ces contrats-là, vous pouvez y mettre un terme quand vous voulez, en fonction des règles. Donc, vous pouvez prendre un CDI ou un CDD, peu importe. Chaque individu a le choix de son contrat. Le fait d'avoir un CDI aujourd'hui ou un CDD, qu'est-ce qu'il amène de plus ? Je pense que oui, effectivement, là vous avez raison. Et je pense qu'il y a un petit problème aussi d'information, parce qu'il y a aujourd'hui des dispositifs qui existent qui s'appellent des garanties locatives pour les moins de 30 ans, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est. Lorsque vous n'avez pas les moyens d'avoir un cautionnement par vos parents, parce que vos parents n'ont peut-être pas les moyens financiers, il y a des dispositifs qui existent. Et je pense que ça renvoie à quoi ? Je pense que dans chaque entreprise ou chaque entrepreneur, quel que soit le secteur économique, devrait avoir un passeport d'entrée dans lequel on explique un certain nombre de choses, de droits. Il y a des devoirs, bien sûr, mais il y a aussi des droits. Et dans la partie de tout ce qui est logement, il y a tout un tas de dispositifs. Et le problème que l'on a aussi, c'est qu'on empile les dispositifs. Et en fait, il n'y a pas un système de guichet unique qui permet de dire, tiens, voilà, je rentre dans tel secteur. Alors, c'est ce que nous, on est en train de mettre en place dans la branche HR avec un dispositif de guichet unique dans lequel on va centraliser, parce qu'il y a énormément de données. Les centraliser, permettre de dire voilà, avec les outils, ça nous permet de le faire. Et qu'à partir de ce moment-là, demain, moi je suis de la génération Erasmus. On est dans les 80 quand Erasmus, on commençait à voyager grâce à Erasmus. Enfin, il y en a quelques-uns autour de cette table.
Tu as un CDI, chaque chef d'entreprise qui embauche sait très bien qu'à un moment donné, tu ne vas pas passer toute ta vie, c'est fini le temps où tu fais 40 ans, toute ta vie professionnelle. Il faut l'accepter. Mais c'est à nous aussi de mettre les gens dans les meilleures conditions possibles. Donc le CDI, le CDD est un faux débat pour moi. Chacun peut mettre fin, que ce soit l'employeur ou le salarié, à sa relation contractuelle. Voilà. Et c'est pas parce que tu voyageras dans 6 mois, tu prends le CDI, qui te permettra d'avoir des droits un peu effectivement supérieurs, mais uniquement sur 2 aspects qui sont malheureusement... Et c'est ça qui doit évoluer aussi. Je pense que la relation contractuelle, il y a des DRH ici autour de la table, probablement que demain, il faudra réformer, créer un CDD dont la détention sera peut-être plus forcément détenue par l'entreprise. Et là, c'est un changement intellectuel et il y a le droit juridique. Et c'est sur lequel on travaille. On est à quelques-uns à réfléchir sur le sujet, ce qu'on appelait un contrat mobilité, qui est détenu non plus par l'entreprise, mais détenu par des systèmes de plateforme. Et ça, c'est une révolution, mais qui se mettra, peut-être pas tout de suite en place, mais sur lequel il faut travailler. Moi, je pense qu'il faut les mêmes droits, quelle que soit la nature du contrat. Voilà. Là, pour le coup, c'est le rôle des conventions collectives et des branches professionnelles de faire évoluer ça. C'est-à-dire de faire monter le champ conventionnel. Et c'est là où on a des groupes qui n'aiment pas trop quand justement on fait monter le champ conventionnel, parce que ça les oblige à remonter aussi ce qu'ils appellent leur NAO quand ils négocient leur grille de salaire. Mais demain, une branche comme la branche d'Hôtel Café sont introduit le 13e mois, je veux vous dire que ça donnera un petit peu d'attractivité et de se dire que c'est quand même pas si mal que ça, quoi. Donc je pense que là, et je reviens toujours à la même histoire, le partage de la valeur. La création de valeur, c'est pas le chef d'entreprise qui le fait seul. C'est tous les salariés qui partagent le projet commun. Vous allez me dire, il est dans quel monde? C'est pas un monde de bisounours. Aussi, c'est vrai. On sait dans quel monde on est, des mondes ouverts, mais on doit partager la valeur. Et c'est ça qu'on doit remettre sur la table. Alors, c'est ça qu'il faut accepter collectivement si on veut que demain, encore avoir des gens, tu dis, on a 100 000 emplois non pourvus. Je parle que du secteur des DHR, je parle pas de la rapide ni de la collective. On a 100 000 emplois non pourvus, mais ça fait pas depuis 2 ans qu'on sait qu'ils sont non pourvus. C'est une récurrence d'emplois non pourvus. Voilà. Moi, je ferme un restaurant 2 jours par semaine. Pourquoi? Parce que je considère que je donne 2 jours de repos consécutifs à mon chef de cuisine, au second de cuisine, au serveur, ce qui se fait qu'ils ont 5 jours, et ça ne sert à rien de rester ouvert 7 sur 7, de perdre de l'argent. À un moment donné, il faut aussi regarder dans quel environnement on est. Donc voilà, je pense que c'est ça qui doit évoluer. Et sur les contrats de travail, oui, ça devra évoluer, mais ça évoluera, vous verrez, assez rapidement. Mais il y a déjà des dispositifs qui existent. Et pour les jeunes en mobilité de moins de 30 ans, ça s'appelle garantie locative, qui est portée par une structure qui s'appelle Action Logement. Et ça fonctionne très bien. C'est peut-être, en revanche, méconnu. Mais voilà, je ne vais pas dire qu'allez vous syndiquer, mais... En tout cas, pas chez moi, je ne peux pas, mais je veux dire, voilà, vous avez tous les outils pour avoir accès à ça. Mais le passeport, créer un passeport obligatoire dans chaque entreprise pour savoir les droits auxquels vous devez avoir, c'est aussi le rôle du chef d'entreprise de s'enquérir, de savoir ce qui se fait dans son propre environnement. Et Dieu sait s'ils ne sont pas toujours informés. Et voilà, et je pense que là, il y a des choses à mettre à plat, me semble-t-il. Nous avons une DRH présente, Madame Capdeville. Justement, les jeunes, vous leur proposez des dispositifs particuliers chez Domino's Pizza, vous les accompagnez. Et d'une manière générale, vous sentez, quand vous êtes en recrutement, que la jeune génération est vraiment différente dans ses attentes par rapport au travail? Alors, ce qu'on propose, ce qu'il faut avoir en tête pour Domino's, c'est qu'on a aussi des magasins en propre. Donc, du coup, ce que vous dites nous parle beaucoup. On a 27 points de vente qu'on exploite directement. C'est évidemment plus facile que d'accompagner les franchisés qui sont eux-mêmes employeurs. Donc, on peut proposer des choses, mais c'est plus difficile de les mettre en place. Ce qui fait que sur nos magasins en propre, on a tout simplement un bon vieux livret d'accueil qu'on digitalisera à un moment, qu'on envoie aujourd'hui par email quand on confirme les embauches et qui permet effectivement de communiquer sur la formation. On a un organisme de formation interne, on a cette chance d'avoir la Domino's Academy, donc il y a des modules de e-learning, il y a tout un tas de choses, et puis les aides du Mobilipass, des liens qui sont importants, tout ce qui va être également accompagnement mutuel, parce que vous n'y pensez pas toujours, puis finalement ça vous rattrape à un moment. Donc on va l'avoir. Ensuite, c'est vrai qu'on le propose à nos franchisés, mais on ne leur impose pas, puisqu'il y a une protection de l'entrepreneuriat qui fait qu'on ne peut pas être trop inclusif. Sur l'aspect managérial, du coup, ça revient. Alors, nous aussi, on propose des CDI, exclusivement des CDI d'ailleurs, et on considère que vous savez, ou on vous expliquera comment le rompre s'il y a besoin, puisque le système légal est tout à fait adapté.
Sur l'aspect managérial que vous avez mentionné, je suis quand même un peu étonnée que ça revienne en premier lieu sur la restauration, parce qu'en fait, vous serez confronté à ça dans tous les secteurs d'activité. Et nous, on recrute, donc moi aujourd'hui, je suis en direct 512 salariés pour être précis d'un point de vue magasin. On en a 5000 France entière à travers les magasins, mais j'ai aussi 190 personnes qui travaillent au siège. On a des équipes logistiques, on a 80 personnes qui travaillent en logistique. En fait, ça vous arrivera dans tous les secteurs d'activité, vous tomberez sur des managers qui n'ont pas été suffisamment accompagnés ou qui ont été accompagnés. On a chez nous, par exemple, tout un parcours de management avec 3 modules. J'aimerais bien vous dire que ceux qui ont fait les 3 modules sortent en mode parfait manager. C'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les qualités humaines ou qui ne vont pas prendre le recul nécessaire. Sauf que ce qui m'étonne là, du coup, dans les discussions, c'est que je n'ai pas forcément le sentiment, et ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour, que ce soit si propre que ça, la restauration rapide. On a tous fait des entreprises différentes, on a tous eu des expériences managériales différentes. Moi, ça fait que 3 ans et demi que je suis dans la restauration rapide. Malheureusement, préparez-vous à ça, ça va vous arriver quel que soit le secteur d'activité. Et je rejoins effectivement la notion d'engagement. C'est aussi la capacité que vous devez avoir à vous sentir aussi autorisé à mettre la forme, mais pour aller faire part de ce qui ne vous convient pas. Et c'est comme ça que vous allez faire bouger les choses, parce qu'on a tous plein d'idées, plein de bonnes volontés, mais on a besoin de vos idées aussi. Julie, tu voulais réagir tout à l'heure. Oui, en fait, sur plusieurs choses. Vous nous avez dit tout à l'heure que si on ne se sent pas bien dans une entreprise, ou si entre un employeur et un employé, ça ne convient pas entre les deux, ou ce genre de choses, libre à nous de quitter l'entreprise, ou libre à nous, ou libre à l'employeur de nous faire quitter l'entreprise. À l'heure actuelle, aujourd'hui, vous mettez sur un CV que vous avez fait 3 semaines, 1 mois ou juste une période d'essai dans une entreprise, on va vous regarder, on va vous dire oui, mais... Et donc, c'est pas une expérience. Et puis, vous allez vouloir changer, et puis vous allez encore recommencer, et puis on va partir sur... je vais prendre un cas extrême d'un ami à moi quand j'étais en CAP, qui a changé en 10 mois, donc en année scolaire, 6 fois d'employeur, parce qu'à chaque fois, cet employeur... à chaque employeur qu'il avait, le virait en fait à chaque fin de période d'essai. À chaque fin de période d'essai. Le directeur d'école, il a dit mais c'est pas possible quoi. Et c'était pas forcément des franchisés, c'était la plupart du temps des petites boulangeries, pâtisseries artisanales, parce que j'étais en pâtisserie. Ça pouvait être aussi des grosses firmes, on ne va pas jeter la pierre, mais des boutiques telles que Storer, Eric Kaiser ou ce genre de choses qui, pareil, prennent des gens en période d'essai pendant 45 jours et les virent après parce que, bon, il a fait sa période d'essai, le petit jeune, c'est bon, je l'ai formé et puis il peut se barrer. Mais non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas d'accompagnement réel en fait, avec les jeunes. C'est pour ça que les jeunes ne s'engagent pas auprès de vous, ne vont pas vous voir pour vous dire, écoutez, moi j'aimerais bien changer ça parce que je trouve que ça ne fonctionne pas. Parce que justement, en fait, les jeunes ont cette crainte en permanence de dire le mot de trop, de faire l'action de trop, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, le cheveu dans la soupe, ce que vous voulez. Mais ils ont cette crainte de se dire je vais perdre mon emploi en fait pour une broutille. Et c'est, je pense, le sentiment qu'on a tous ressenti au moins une fois dans notre vie, peu importe si on a été apprenti, si on a été en CDI, en CDD, que sais-je. À un moment donné, on s'est tous dit ouais, mais si j'en parle, si je le fais, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et c'est ça le problème. Mais tu parles bien de l'hôtellerie-restauration, parce que tu as parlé d'artisanat un petit peu, c'est vous des entreprises en général. L'hôtellerie-restauration, j'englobe entre guillemets les métiers de bouche essentiellement, et aussi du service. Voilà. Là, j'ai parlé d'une boulangerie artisanale, etc. Une boulangerie artisanale, on fait un métier de bouche. On produit un service également. On a des caissières, on a un boulanger derrière. Voilà, ça englobe un petit peu le tout. Je vais transmettre le micro après, mais juste, je voudrais revenir sur le côté... on garde quelqu'un que 2 mois, puis on s'en sépare, puis on reprend quelqu'un que 2 mois, etc. En fait, c'est pas du tout un but en soi, y compris, je pense, chez un très mauvais employeur, parce que c'est énormément coûteux de former quelqu'un pendant 2 mois et de ne pas le garder. Ça veut dire que finalement, vous allez commencer à transmettre des compétences que vous ne gardez pas et vous revenez systématiquement à zéro. En fait, et coûteux de le recruter. Exactement. Donc, même chez un mauvais manager, c'est jamais une stratégie. C'est que derrière, il y a autre chose à creuser, mais ça ne fonctionne pas. Pourtant, ça existe. Je juste intervenir un petit peu. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est le côté un petit peu négatif qui ressort de cela, vos expériences, mais l'énergie que vous pouvez apporter dans le fait que vous nous disiez il faut que vous améliorez pour être plus attractif. Moi, ce que j'entends, c'est ça. C'est à un moment donné, écoutez-nous, on a vécu des mauvaises expériences avec...
On a pu le voir, et on peut le voir tous avec malheureusement des mauvais managers. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir votre côté positif. J'étais encore hier sur une région en Bretagne dans un magasin dans lequel la notion de service client était le leitmotiv du magasin. Et quand je vous dis ça, c'était de façon importante. On vous dit tout à l'heure, en tout cas pour nos enseignes, on a entre 15 et 20 équipes dans nos magasins. Hier, on était jeudi, il pleuvait, il faisait froid. Et j'avais toute l'équipe du magasin qui est venue montrer la notion de service client et l'apport qu'ont pu avoir les étudiants. J'ai discuté pendant une bonne heure avec quelqu'un qui était en 10 heures dans ce magasin-là et qui avait apporté sa petite pierre à l'édifice dans nos process que des fois on trouve dans nos enseignes de franchisés très standardisées et qui a apporté le petit plus qui a fait que cette notion de service client était d'autant plus importante. Donc ça va nous permettre de nous améliorer au quotidien. Et l'apport de cet étudiant-là a été très positif. Et j'entendais tout à l'heure le côté curiosité et le côté « ouais, mais moi, on ne m'écoute pas ». Je peux vous dire que quand vous avez un bon manager, et si elle m'entend, ce sera Élodie du magasin de Saint-Brieuc qui a écouté ses équipes pour améliorer cette notion de service. Et je peux vous dire que quand on a un bon manager, on se sent valorisé en tant qu'étudiant peut-être à 10 heures, à 12 heures, à 15 heures. Et ça fait changer les choses. Et ça, c'est bénéfique. Et comme le disait Florence, ça coûte à l'employeur. Donc il n'y a aucune raison que l'employeur ne valorise pas cela durablement. Voilà. En tout cas, pour moi, ce que je voulais apporter comme précision là-dessus. Je rebondis juste 2 minutes, après je te laisse la parole, Justine. Oui, c'est vrai, on n'a pas que des mauvaises expériences. Et ma toute première expérience en restauration, c'est extrêmement bien passé. Aujourd'hui, j'ai encore toujours des contacts avec mes anciens collègues, et notamment avec ma chef à l'époque, donc, qui est considérée bien évidemment comme le manager de la cuisine. Bien sûr, il n'y a pas que du mauvais. Bien sûr qu'on va toujours apprendre des choses qui sont bien, qui ont des personnes qui auront des valeurs et des principes et qui vont se dire oui, moi, je ne veux pas faire comme mes aïeux et je ne veux pas casser les jeunes. Moi, je suis arrivée là-bas, je suis descendue en cuisine, j'ai dit je vais rencontrer la chef et elle m'a pris en stage et après elle m'a pris en CDD, quoi. Et c'est beau de voir qu'aujourd'hui, ça existe. Mais malheureusement, moi, ça a été ma première entreprise. À l'heure actuelle, j'en ai 6 à mon actif depuis que j'ai 14 ans. C'était la seule. Ça a été la seule. Voilà. Et pourtant, j'ai déjà fait ma première année d'alternance, je l'ai passée entièrement dans une entreprise. J'ai re-signé dans cette même entreprise l'année d'après. J'ai fait que 6 mois. Ah, mais ça, je jetterai jamais la pierre sur l'apprentissage, bien sûr. On apprend énormément. Des mauvaises expériences, c'est pas bien, mais c'est vrai que des mauvaises expériences vous construisent aussi. Hein. Bien sûr, mais on apprend. Pas devenir Nietzsche ou Freud, mais c'est quand même par des mauvaises expériences qu'on se construit, qu'on devient plus fort et qu'on choisit mieux que ce qu'on. Voilà. Et ce qui est très important dans notre restauration, c'est qu'on fait des parcours d'apprentissage, on apprend quelque chose. Et tous les gens qui sont autour de la table, on a fait plein d'entreprises, on a changé plein de fois, on est resté, on voulait apprendre tel métier de cuisine, telle pâtisserie, on est resté 6 mois, on estimait que au bout de 6 mois. Il n'y avait pas de promotion, mais c'est pas grave, on partait, on allait ailleurs. On est aussi des gens qui avons beaucoup bougé. Ce qui explique aussi une partie de l'habitude du turnover de la restauration. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des maisons une fois là, une fois l'autre pour apprendre. C'est un peu quand même le fondement de ce métier. Après, on se fixe, on crée sa propre entreprise, en franchise, on se développe, comme monsieur Grégoire qui a créé son groupe à Toulouse. Mais il a appris dans plein... Voilà. Et il a eu des mauvaises expériences. Moi, j'en ai eu des mauvaises. Et puis bon, on oublie, on change. Donc il faut faire attention à ce côté, est-ce que j'apprends ou pas? Et je pense que pour vous, c'est très très important de savoir ce que vous voulez apprendre et ce que vous allez apprendre pendant le temps où vous êtes en alternance. Si vous apprenez, bon, vous en avez profité. Malheureusement, vous avez été peut-être un peu maltraité. Je vous conseille quand même, parce que tout le monde le fait, je ne vois pas pourquoi. Alors, il y a quand même 2 choses. La restauration, on n'a jamais réussi à avoir un diplôme pour ouvrir un restaurant. Coiffeur, vous ne pouvez pas ouvrir un salon de coiffure si vous n'avez pas un brevet. Dans la restauration, malheureusement, on ne demande pas au minimum un CAP, ce qui serait quand même, des fois, quand on voit ce qui se passe, un minimum. Mais vous pouvez aussi faire du name shame, hein, vous pouvez faire un réseau, tout le monde le fait, en mettant... Tout le monde ne va pas être content de ce que je vais dire, mais pourquoi on ne mettrait pas les plus mauvais employeurs de Paris pour les étudiens, hein? Ça ne leur ferait pas de mal, certains. Il faut savoir se défendre. Hein. Oui, non, mais ça sera avec grand plaisir, hein, bien évidemment. Vous gênez pas. La chose est que même si je pointe du doigt là, à l'heure actuelle les problèmes que j'ai vécus ou que d'autres ont vécu dans le milieu de la restauration, malgré tout, moi, c'est un métier qui a été un métier de cœur. J'en ai été passionnée. Si j'ai re-signé dans ma deuxième entreprise, qui était quand même un restaurant 3 étoiles, c'est pas pour rien. C'est que d'un certain côté, je me suis dit, alors, ouais, tu fais des horaires de merde, tu vois pas ta famille,
tu vois pas tes amis. T'es jeune, malheureusement, t'as le dos cassé, t'es là, tu fais des horaires pas possibles et puis t'en peux plus. Bon, c'est pas grave. Je me suis dit, l'important pour moi, c'est que je ressorte d'ici avec mon diplôme et que je me dise que plus tard, ça aura payé. Parce que j'ai appris des choses magnifiques, parce que j'ai appris des choses que ma maman, dans sa cuisine, pouvait pas m'apprendre ou que mon grand-père, dans sa cuisine, pouvait pas m'apprendre, voilà. Mais malgré tout, il n'empêche que les conditions dans lesquelles j'ai été, personnellement, ça a été des conditions... Enfin voilà, quand je parlais des 70 heures, les gens vont me dire oui, mais non, dans un restaurant 3 étoiles, c'est impossible, les horaires sont comptés, ajustés. Non. 70 heures parce que moi, je les comptais sur mon petit calepin. Et quand ma maman, elle me voyait rentrer à 1h30 du matin, en sachant que je devais repartir à 5h30, elle me disait, mais c'est pas possible. Voilà, c'est pas bien. Ouais, mais moi je l'avais demandé et aujourd'hui, à l'heure actuelle, il me semble que cette entreprise-là, mais ça s'est fait seulement après que je leur ai menacé d'aller au prud'homme pour mes heures supplémentaires. Donc bon, c'est triste quand même, d'en arriver là, c'est triste. C'est pas triste, c'est une réalité. Comme on l'a dit, à un moment donné, quand le droit n'est pas respecté et les salariés ont des droits, tu as été dans ton rôle et il y a les solutions. Il y avait une autre question là. Alors moi, c'est une remarque. Est-ce que, par exemple, en tant que jeune, quand on va arriver dans les milieux de la restauration, il y a certains postes qu'on ne veut pas nous laisser faire parce qu'on n'est pas formé, par exemple, tout bête, tout ce qui touche attrait au vin, à l'alcool, on n'a pas forcément l'expérience pour dire, quand on nous pose une question, quel vin va mieux avec ça, quel vin est plus fruité, quel vin... On est souvent un peu, j'en sais rien, sous peu qu'on ne consomme pas non plus. Et est-ce qu'il ne serait pas possible je ne sais pas du tout dans quoi, par des conventions ou quoi que ce soit, de mettre des formations à courte durée pour apprendre à se former sur ces domaines-là, parce que je pense que c'est coûteux, avec des moyens, si vous faites cette formation, après vous travaillez avec nous pendant tant de temps pour la mettre, entre guillemets, la rentabiliser, ou dire vous la payez complètement et avec, entre guillemets, une certification que pendant une semaine, oui, en fait, je m'y connais un minimum en vin, je m'y connais un minimum en tel domaine. Je sais que, par exemple, Starbucks font des formations pour apprendre vraiment à faire les cafés, à faire les machins, et on a un certificat à la fin. Enfin, c'est ce genre de choses. Est-ce qu'il ne serait pas possible dans ce domaine-là pour apprendre à se former un peu plus, que ça soit plus complet? Oui. Ça existe déjà. Tu as un compte personnel de formation, tu as le droit à tant d'heures dans l'année. Maintenant, avec les applications, tu peux choisir des modules de formation en œnologie sans aucun problème. Et à partir de là, ça rentre dans ton compte de formation professionnelle pris en charge parce que tu as stocké en nombre d'heures. Et voilà. Et c'est aussi l'avantage de la réforme qu'il y a eu, c'est que tu es très, très, très libre et indépendant dans la gestion de ton compte. Donc tu as les formations, elles existent et elles sont certifiantes puisque tu as des CQP, tu as tout un tas de... Puis maintenant, c'est très ouvert, donc tu n'as pas besoin de... Il y a plein d'instituts qui font, ou d'entreprises qui font ce type de formation. Donc voilà, c'est assez ouvert quand même, ça. C'est ouvert, ça existe. Après, il faut trouver la formation. Voilà, il faut qu'elle soit ouverte. Il faut que tu puisses y aller. Voilà, c'est bien, c'est en place, mais parfois, individuellement, c'est compliqué. Il faut de la souplesse quand on parle de formation. Juste la particularité. Oui. La particularité du CPF, en revanche, c'est que ça s'acquiert après déjà avoir travaillé. Donc quand on démarre, c'est vrai qu'on n'a pas encore accès à ces dispositifs-là. Mais néanmoins, ça c'est un point crucial parce que c'est vrai que vous seriez en droit d'attendre que les organismes de formation vous aient proposé cette formation pour vous sentir complètement à l'aise, enfin, le moment venu. C'était mon propos tout à l'heure. Et voilà, ce qu'on s'emploie à faire, nous et d'autres, mais avec les recruteurs, c'est justement essayer d'aller le plus finement possible pour construire le cahier des charges auquel vous faites allusion, pour que, in fine, quand vous arrivez le jour J, y compris le soir, avec votre client qui va vous demander une question sur le Beaujolais, enfin sur le Bordeaux ou sur le Bourgogne, vous serez à l'aise. Donc on est en plus... Voilà, mon propos, c'est que j'insiste, et tant à la fois à votre endroit que celui des recruteurs, on est en plein, et ça c'est grâce à l'outil que vous maîtrisez fort bien, vous êtes très à l'aise, on est en plein dans l'individualisation des parcours. Et ça, grâce à la techno, qui ne remplacera en rien la formation in situ que toutes ces entreprises représentent ou de vos écoles. Mais la techno, vous êtes aussi, mon message aussi, vous êtes aussi de ces générations qui peuvent nous permettre, je crois que c'est vous, monsieur, qui le disiez, on a aussi beaucoup à apprendre de vous. On le maîtrise moins bien. Et donc, là aussi, ce genre de débat pour faire bouger les lignes est intéressant. Parce que ce que disait tout à l'heure monsieur, quand
vous vivez quelque expérience que ce soit, finalement, vous avez appris et vous êtes en train de vous forger et de vous construire votre premier parcours qui est chaotique. Il l'a tous été, hein, on a tous vécu la même chose. Vous savez, à votre âge, on a eu aussi nos petits parcours chaotiques. On n'a pas le même âge. On a tendance à l'oublier, c'est vrai d'ailleurs, mais il a été chaotique. J'ai des enfants qui ont votre âge, elles me parlent de leur parcours qui est parfois chaotique aussi. Je crois qu'il faut l'intégrer. Il ne faut pas l'éradiquer. Il faut que vous nous aidiez. Je crois que ça a été dit aussi, j'insiste, parce que j'ai aussi piloté de nombreuses écoles où j'ai été DRH. Et je crois que parfois, il y a la façon de dire les choses. Ça a été dit tout à l'heure. Et quand on est plus jeune, on ne s'autorise pas à le dire parce que finalement, on ne nous a pas forcément appris à le dire de façon parfois. Il faut être très direct, mais il faut garder la forme. Et ça, vous verrez, ça s'apprend. Et vous conserverez même le mauvais moment. Parce que vous serez dit, et puis vous allez d'ailleurs apprendre, parce que regardez, tout à l'heure, vous dites, bah, finalement, ils ont mis leur badgeuse, grâce à moi. Bah, c'est bien. Alors, vous l'avez mal vécu, évidemment, à titre personnel, mais en même temps, vous avez fait progresser les choses. Si individuellement et collégialement, vous continuez à faire bouger les lignes et faire en sorte que les choses puissent progresser avec vos recruteurs, je crois que ça sera aussi beaucoup plus... Je ne veux pas verser dans l'optimisme béat, hein, encore une fois, c'est compliqué pour vous. Les premiers parcours sont difficiles, c'est vrai. Mais n'en faites pas forcément des généralités. Il faut essayer de se sortir de là, tout en nous tensant, comme vous le faites aujourd'hui, et en nous poussant, nous, les générations plus anciennes, dans nos retranchements, en disant, mais franchement, et d'ailleurs même au moment de partir, vous quittez un employeur, vous n'êtes pas bien, eh bien vous déclenchez un entretien et vous lui dites, bon, maintenant, est-ce qu'on peut se parler? Et d'abord, vous allez le faire progresser, puis 2, ça va vous faire du bien. Mais ne restons pas sur parfois ces a priori qui peuvent être... bon, continuez à vous construire, je crois que vous le faites fort bien. Je voulais seulement faire une petite parenthèse par rapport à tout ça. Je pense que du coup, en tant qu'étudiant, c'est pas le job de notre vie quand on est là. Donc si on se permet pas de dire les choses à nos managers, même si c'est hyper compliqué, on le fera jamais. Et on est là pour apprendre. Et quand c'est trop facile, on n'apprend pas. Donc c'est dur de parler, hein. C'est hyper dur, mais si on le fait pas, on va se faire marcher sur les pieds et plus tard je pense qu'on va se faire, désolé du terme, on va se faire bouffer. Donc voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et une autre question, remarque? On arrive enfin, après je vous laisserai un petit mot de la fin à chacun d'entre vous. Conseil à ces jeunes? Alors, j'ai l'impression en fait que les entreprises qui sont présentes aujourd'hui sont assez parfaites. Tout se passe super bien. Ils sont super, quoi. Moi, j'aimerais axer un autre point, c'est la pression. La pression qui se passe au travail. J'ai l'impression en fait que nous, en tant qu'étudiants, en fait, quand on a peut-être un manager avec qui ça se passe pas bien, le fait qu'il soit manager et qu'il ait de l'ancienneté, en fait... il y a souvent énormément de pression. Je vais parler de mon cas, par exemple. J'ai subi des harcèlements de la part d'une de mes managers. Et en fait, je ne peux pas être défendue, en fait. Quand j'ai contacté un service pour essayer d'avoir une défense, mais non, c'est ma manager, en fait, qui a raison, parce qu'elle a de l'ancienneté, parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Et non, c'est tout simplement de l'abus de pouvoir. Et comment on est défendu, qui peut nous défendre, et c'est pas normal. Syndicat. Mais ça marche pas comme ça, en fait, c'est super compliqué. Je me suis renseignée, il y a des démarches à faire, on me demande des avocats, j'ai pas d'argent pour acheter, non. Donc il y a des services qui sont mis en place qui ne répondent absolument pas. Alors, je ne vais pas faire du lobbying syndical, hein, mais si vous allez dans les unions locales de n'importe quel syndicat, et libre à vous de le choisir parce que c'est très personnel, ils ne vous demanderont pas d'argent, ils vous conseilleront, ils vous accompagneront. Vous ne le savez pas toujours, mais en fait... et tu n'as même pas besoin d'adhérer. Voilà. Non, effectivement. Les syndicats sont là pour défendre les salariés. Ils ont du conseil, et ils peuvent accompagner. Donc c'est un premier recours et qui est gratuit. Après, ça dépend des cas de figure. Voilà. Une dernière question ou un dernier tour de table, mot de la fin sur cette image qu'ont les jeunes du secteur, qui est assez surprenante. Pourtant, moi, j'avais l'impression que l'image de l'hôtellerie-restauration avait changé, ne serait-ce qu'avec des émissions comme Top Chef, qui ont...
Ça a empiré, selon vous, ou ça a amélioré? Parce qu'il y a des centres de formation qui disent en cuisine, maintenant, on a plein de jeunes qui viennent se former à ces métiers. C'est des excellentes émissions, et puis il y a de très bons candidats. Il y en a même qui ont ouvert des restaurants et qui s'en sortent assez convenablement. Mais c'est vrai que si vous voulez, cette génération de télévision, de Instagram, ce chef Instagrammable que vous pensez être ne l'est pas. Donc la télévision reste la télévision, Instagram n'est qu'Instagram, et la réalité n'est que la réalité. C'est juste mettre les choses à leur place. Non, mais c'était important de le dire, qu'il faut aussi une parole vraie quand ça passe à la télévision et qu'on parle de ces métiers. Parce que c'est vrai que Top Chef n'est pas diffusé à 4-5 heures du matin quand normalement on est sur les marchés. Un dernier tour de table. On commence par vous. Moi, j'ai juste envie de vous dire par rapport à tout ce que j'ai pu partager avec vous aujourd'hui, de penser grand. Chacun a un peu expliqué ses parcours, ses déceptions, ce que vous avez pu subir dans différentes entreprises. Mais je vous encourage en tout cas à voir encore plus grand et à outrepasser ces difficultés qu'on a tous connues, que d'autres connaissent aussi, que vous connaissez, et essayer plutôt de fixer un objectif encore plus lointain, de penser toujours plus grand et de penser passion, de penser envie. C'est vraiment les moteurs dans ces métiers qui peuvent vous faire avancer. Je reviens sur votre cas par rapport au manager. Vous avez été blessé à titre personnel, mais c'est pas grave. Faut passer, faut penser plus grand. Pensez à votre objectif, ce que vous voulez être, ce que vous voulez devenir, où est-ce que vous voulez arriver, comment vous vous voyez à la fin de cette année déjà. Et le passé ne reste que le passé. Les mauvaises expériences, malheureusement, ce que vous disiez est vrai. Il y en a, il y en aura encore beaucoup. Et plus vous allez monter, et plus vous allez rencontrer de difficultés. Et je pense que beaucoup ici peuvent le témoigner. L'ascension est très très difficile et il faut s'y préparer, ne pas prendre les choses à cœur. Et bon courage à vous en tout cas. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je trouve que vous êtes bien parti. Bon, déjà, vous avez un objectif, vous êtes dans une école, vous êtes fixé un objectif. Bon, c'est un premier objectif. Vous êtes assez vrai. Quand on vous entend, très sincèrement, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais beaucoup de maturité, donc vous avez un sens critique déjà, qui semble déjà suffisamment aiguisé. Ça, c'est un grand atout dans la vie professionnelle et personnelle, d'ailleurs. Donc voilà, moi, je trouve que vous êtes plutôt bien parti. Je ne verse jamais dans l'optimisme BA, je vous l'ai dit. Mais vous avez plutôt de bonnes armes. Après, c'est vrai, il faut parfois être un peu résilient. Et parfois, on est en souffrance. 2 ou 3 d'entre vous l'ont exprimé. Vous l'avez exprimé assez depuis 14 ans. Bravo. C'est un chapeau bas, je trouve. Oui. Bon, donc vous avez déjà quand même un bon premier recul. Mais utilisez-le et puis vous verrez, ça va. Quand vous allez continuer à cheminer, vous avez déjà de bonnes armes de façon indéniable. Merci à vous tous, en tout cas. Monsieur Cambou. Je vais juste rebondir sur une phrase que j'ai entendue tout à l'heure, mais ça ne sera pas le métier de ma vie. Je suis sûr que parmi vous, il y en a peut-être certains d'entre vous dans lequel ce sera peut-être le métier de votre vie, de rentrer comme stagiaire, de rentrer à mi-temps ponctuellement dans la restauration, dans l'hôtellerie, et que vous allez voir que derrière, il y a plein d'autres métiers qui sont derrière et qui sont souvent méconnus. On parlait tout à l'heure d'autres métiers. En tout cas, pour notre partie et pour l'ensemble des grands groupes, vous rentrez par une porte et vous allez voir que peut-être vous allez faire l'ensemble de votre carrière dans l'hôtellerie et la restauration. Donc, voyez un panel beaucoup plus large de possibilités dans votre carrière. Et je pense que vous faites des études qui ont peut-être rien à voir avec l'hôtellerie et la restauration, et que certains d'entre vous tomberont dans l'hôtellerie et la restauration dans leur parcours professionnel, et que certains d'entre vous feront certainement leur carrière. Et voyez tout à l'heure, il disait voyez grand, donc ouvrez-vous et donnez-vous la force suffisante de pouvoir réussir. C'est pas facile, ça va être compliqué, mais si vous en donnez les moyens, vous allez réussir. Et j'en suis sûr parmi vous, parce que je vois beaucoup de personnes que j'ai déjà vues, et je suis sûr que parmi vous, vous allez certainement tous réussir. Donc voilà. Madame Capdeville.
un petit conseil, on a beaucoup parlé de comment ça se passait une fois que vous êtes dans l'entreprise. L'entretien d'embauche, il sert à vous présenter et vous vous entraînez à présenter votre parcours, vos atouts. Il sert aussi à répondre à vos questions. Donc savoir comment est-ce que vous allez être intégré et si on va vous former à la carte des vins, savoir comment ça se passe, comment est organisée l'entreprise, quels sont les différents services, quelles sont les perspectives d'évolution. Préparer aussi cette partie-là de l'entretien. C'est bon pour nous, recruteurs, aussi d'avoir des questions qu'on n'a peut-être jamais eues. Ça nous permet de réfléchir aussi au message qu'on veut transmettre, parce que c'est un message qui doit être mis en place concrètement. Et donc, préparez cette partie-là et n'hésitez pas à poser vos questions avant même d'avoir intégré les entreprises. Monsieur Grégoire. J'étais en train de réfléchir comment j'étais à 18 ans, en écoutant tout le monde. Et en fait, je me disais, ça n'a jamais été le métier de ma vie. Mais je pense que le métier de sa vie, ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense qu'on a une vie. En tout cas, ce métier-là m'a permis de rencontrer de belles personnes, globalement, et de me construire dans ma vie d'homme, de salarié, de chef d'entreprise. Peut-être que demain, je redeviendrai salarié, j'en sais rien. Parce que j'ai que 50 ans, donc je me dis que j'ai peut-être encore 15 ans à faire, peut-être 20 ans, j'en sais rien. En tout cas, c'est les belles rencontres. Ça a construit mon parcours professionnel. Et je dirais que c'est la chance de ce métier, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir voyager, apprendre des langues, ce qui était mon cas, de me structurer aussi intellectuellement dans ma personnalité, parce que j'ai pas toujours été comme ça. Prise de parole en public, c'est pas quelque chose de naturel chez moi, mais ça s'apprend comme tout. Aimer les gens, c'est quelque chose qu'on a par contre. Je pense que le savoir-être, son comportement, et c'est grâce aux autres, au regard des autres aussi, qu'on évolue. Donc moi j'ai construit, et en échangeant avec vous, en vous écoutant, en écoutant tout le monde, oui, c'est un très beau métier. Des fois qu'il y a des facettes, comme dans tous les secteurs un petit peu sombres, c'est les rapports humains. Mais si j'avais un conseil à donner, parce que ça c'est gratuit, c'est que vous n'êtes jamais seul à avoir les mêmes problèmes. D'accord ? Donc le fait de partager avec d'autres, vous avez déjà 50% de la solution de vos problèmes, quelle que soit la nature des problèmes. Donc je pense que voilà. En tout cas, je vous souhaite bonne chance dans vos parcours. Peut-être qu'on se retrouvera les uns les autres, j'en sais rien. En tout cas, merci de m'avoir invité et d'avoir partagé avec vous ce moment. Voilà. Monsieur, merci. Monsieur Soleil-Avoup. Alors, je ne sais pas si c'est de l'optimisme BA ou pas, mais en tous les cas, moi, ce que j'ai toujours retenu dans ma carrière, parce que rassurez-vous, plus vous montez, plus parfois les traversées du désert peuvent être longues, les déceptions parfois fortes, et les trahisons, y compris dans les relations humaines, fortes. Donc, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et ça, ne l'oubliez jamais. Ça peut paraître un truc idiot, hein. Mais tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, et toutes les expériences bonnes et moins bonnes vous enrichissent, et vous devez rester déterminé. Et toutes ces mauvaises expériences que vous avez pu acquérir, par exemple, c'est ce qui va vous permettre demain de changer le monde. Contribuer, participer tous les jours au changement que vous voulez. Et ça, c'est extrêmement important. N'attendez pas que le changement que vous souhaitez de société il vienne de nous. Contribuez au changement que vous voulez. Et vous en avez les moyens, les formations, la formation que vous faites aujourd'hui, elle doit vous donner ces clés demain pour comprendre et contribuer activement au changement. Et donc moi, j'ai l'optimisme et je suis positif et probablement optimiste BA, mais c'est pas grave. Je me prends des portes, ça fait mal, mais au moins on avance, on contribue, et vous trouverez, tant que vous serez positif, tant que vous aurez envie de contribuer, vous trouverez toujours des alliés. Monsieur Sautreau. Oui, je termine. Dans le travail et dans la vie, il y a des choses qui sont irritantes et il y a des choses qui sont inacceptables. Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, c'est inacceptable si c'est qualifié, bien évidemment. Donc ça, il ne faut pas vous laisser faire là-dessus. Et malheureusement, dans tous les métiers, dans toutes les professions, dans tous les bureaux, on a des problématiques de ce genre avec nos collaborateurs, et j'y suis très sensible. Non, moi, je vous donnerais juste un conseil de départ, c'est que vous fassiez ce métier ou un autre, faites attention à votre santé physique. Le travail aujourd'hui, même si on travaille que 35 ou 40, ou si on est capable de travailler 70, faut être en bonne santé physique. Si vous faites de l'hôtellerie-restauration, faut tenir sur ses jambes, faut être souriant. Donc faites attention à votre santé physique.
et morale. Et faites attention à votre réputation personnelle. Si je peux me permettre, à chaque fois que j'ai des jeunes, je leur dis faites attention à ce que vous mettez sur Instagram, sur Facebook, etc. Parce que c'est dommage quoi, de se tuer par des photos qui ne représentent pas ce que vous êtes, mais qui représentent un moment de ce que vous êtes et qui, au moment où ça va être vu par un employeur, etc., peut vous porter préjudice. Donc faites très très attention à votre réputation. On a chacun dans la vie que son nom. C'est sur votre nom perso que vous allez capitaliser toute votre vie. Et ça me paraît un sujet important. Merci à vous, c'était super. Allez. Il fallait que Mathéo conclue. Alors, ce débat, ça t'a plu? Ouais, vraiment. Merci à tous les 7 d'être venus. Merci à Faten de les avoir invités, de nous faire vivre des moments comme ça. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Avec l'équipe qui a fait le projet et même avec Julie et Raphaël aussi qui ont bossé sur le projet, qui sont deux étudiants A2, on était vraiment heureux et vraiment intéressés par ce sujet. C'est vraiment un plus pour nous de bosser sur des trucs comme ça et discuter avec des gens comme vous qui connaissez le métier et d'essayer de nous aider à comprendre justement les problèmes qu'on a soulevés. Et voilà, on vous tenait à vous remercier d'être présents aujourd'hui dans nos locaux. Merci. Merci à tous et à bientôt.